Bonsoir, bienvenue donc, à ce moment d'échange qui s'intitule Jeux vidéo, un milieu très normé au grand potentiel émancipatoire, dans le cadre de la campagne contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie 2025 de la ville de Genève. Je m'appelle Lynn Molino, je suis la chargée de l'organisation et de la coordination de cette campagne pour le service Agenda 21 Ville Durable. Ces campagnes, elles existent depuis 2013. La ville de Genève propose donc chaque année une campagne de sensibilisation autour de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie du 17 mai. L'édition 2025, intitulée « Ensemble contre les cyberviolences envers les personnes LGBTIQ+, s'intéresse au vaste domaine du numérique. Pour de nombreuses personnes LGBTIQ+, les espaces numériques offrent un refuge, une source de soutien, ainsi qu'une opportunité de s'exprimer librement et de s'émanciper, particulièrement quand leur entourage n'est pas soutenant. Cependant, ces plateformes sont aussi le théâtre de violences spécifiques, harcèlement, discours haineux, censure algorithmique, propagation de stéréotypes, risque accru de surveillance et de ciblage répressif, etc. Ces cyberviolences ont des conséquences évidemment bien réelles sur la santé et la sécurité des personnes concernées, mais également sur l'ensemble de la population. Car au-delà des terribles effets sur les groupes qui en sont la cible, les cyberviolences fragilisent l'ensemble du tissu social et réduisent la diversité des voix qui s'expriment en ligne, affaiblissant ainsi la démocratie et le débat public. Pour les 2 jours qui restent de campagne, vous pouvez encore participer à un atelier de partage intergénérationnel autour des applications de rencontres avec les seniors LGBTIQ+, lundi 19, pour leur apprendre à utiliser ces applis. Et demain, le 17 mai, se tiendront les traditionnelles commémorations de la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, qui auront donc lieu à 17h demain, avec un hommage aux victimes de LGBTIQ+ phobie à travers le monde et à la mémoire de Bartholomé Tessia. Ce sera sur la place de Lille. On enchaînera ensuite avec la soirée de clôture de la campagne qui se déroulera à 18h au Bateau Lavoir avec Lexi Agresti du compte Aggressively Trans et Morgane Lucas du compte Morgane Noam, 2 activistes queer en ligne qui viendront explorer les tensions qui traversent les communautés queer dans l'espace numérique, entre invisibilisation pour se protéger et visibilité engagée, sans négliger évidemment les coûts sociaux, psychologiques, politiques et financiers de cet activisme. Un débat essentiel sur les stratégies de résistance et de solidarité dans un environnement où la protection et la représentation sont plus que jamais en jeu. Je vous invite à vous servir de flyer à l'entrée ou d'aller sur le site 17mai-genève.ch pour retrouver les détails de ces événements, mais également après la campagne pour retrouver les événements qui auront été captés. Donc vous pouvez retrouver les captations sur le site. Le demain soir aura également lieu la mise en couleur du jet d'eau aux couleurs LGBTIQ+, et le pavoisement du palais Anna et Jean-Gabriel Hénard et du pont du Mont-Blanc. Sur le site web également 17mai-genève.ch, vous trouvez, et également en format papier juste devant, les 7 affiches de la campagne qui visent à sensibiliser aux cyberviolences à l'encontre des personnes LGBTIQ+, à travers un visuel innovant et engagé réalisé en collaboration avec Patrick Belair, qui s'inspire de l'univers, alors version plutôt rétro, du jeu vidéo. Cette campagne d'affichage interpelle, en ligne personne n'est neutre, et toi, où mets-tu le curseur, et fait écho à la célèbre citation de Desmond Tutu, rester neutre face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur. Ces affiches sont en libre service, prenez-en, offrez-les, distribuez-les autour de vous. Je termine juste en adressant un immense merci à l'ensemble de nos partenaires sans lesquels les réflexions qui ont nourri cette campagne, cet affichage et le programme ne seraient pas aussi riches. Le 3e lieu, l'association Fêtière Famille Arc-en-Ciel, les bibliothèques municipales, Checkpoint Genève, Décadré, Dialoguer, la Fédération genevoise des associations LGBT, ILGA World, Impactia, la Dictature du Beau, la librairie Fahrenheit 451, Network, le pôle aîné LGBTIQ+, et le pôle famille LGBTIQ+, de l'association 360, la Public Discourse Foundation, le service égalité-diversité de l'Université de Genève, Stop Hate Speech, ainsi que Totem Jeune LGBTIQ+. Ce soir, vous vous apprêtez à entendre Michael Delova et Jennifer Lufo dans une discussion modérée par Ezra Sibyl Benisti. Merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à Pierre Venet et à l'équipe d'Après Genève de nous accueillir. Merci aux personnes qui sont présentes et une excellente soirée. Merci. Trop bien, ça fait plaisir d'être en comité comme ça. Donc, je vais d'abord faire une présentation qui sera peut-être un peu formelle de biographie, et ensuite on se lancera dans les discussions. Donc Jennifer Lufo,
est consultante en médias inclusifs avec son entreprise Narratify, chroniqueuse jeux vidéo à RFI, fondatrice de l'association antiraciste et intersectionnelle Afrogameuse, mais également vice-présidente de l'association féministe Furax. Depuis 2020, Jennifer aide les créatifs et les entreprises à proposer des représentations plus justes et authentiques dans les œuvres culturelles, veillant à raconter des histoires où les personnes minorisées peuvent non seulement se voir, mais également se sentir incluses. Son engagement pour plus d'inclusion dans le secteur du jeu vidéo lui a valu plusieurs distinctions, dont celle des Femmes de Culture 2024. Et Michael Delova est Senior Player Experience Designer et fondateur de l'Ethic All Game Jam, premier événement dédié à la diversité et l'éthique dans le jeu vidéo. Convaincu que les jeux vidéo devraient être un lieu sûr, où chacun se sent représenté, il est également animateur du podcast Honest Tea, donc tea comme le thé, sur l'inclusion dans le jeu vidéo, ainsi que professeur et consultant en game design, accessibilité et diversité. Fort de 10 ans d'expérience dans divers domaines du design, il a une vision holistique de la conception d'un jeu vidéo. Il travaille actuellement sur son premier jeu vidéo, un thriller narratif qui aborde les troubles de la santé mentale et de handicap. Une campagne de financement est en cours, et pour celles qui voudraient soutenir, le lien de la cagnotte est disponible sur ses réseaux sociaux. Donc voilà, ça me fait très plaisir de modérer cette table ronde, qui est effectivement ronde. Et puis, c'est rare en plus, c'est donc rare merci que la de le table soit préciser. vraiment ronde, oui. Et puis on peut commencer. Yes. Donc première question, ou première discussion, quand on parle d'industrie du jeu vidéo, on parle de quoi exactement ? C'est quoi au niveau de son ampleur, de son évolution ces dernières décennies, de l'influence sur ses publics, de quel public est-ce qu'on parle ? Et puis, alors c'est quelque chose qui m'intéressait personnellement, mais par rapport à la baisse de financement dans le milieu culturel, qu'est-ce qu'il en est des jeux vidéo aujourd'hui ? Voilà. Allez, je peux commencer. L'industrie du jeu vidéo, déjà, c'est la première industrie culturelle au monde. Bien avant le cinéma, bien avant la musique. C'est près de 4 milliards de joueurs et de joueuses à travers le monde. C'est plus de 90% des 12, 24 ans qui jouent aux jeux vidéo. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire avec Jennifer, tu me dis si je me trompe, très peu de chances qu'on se contredise ce soir. On se connaît bien, on est habitué à faire des tables rondes ensemble. On n'est pas beaucoup, il faut dire. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de sensibiliser à la responsabilité éthique et sociale du jeu vidéo, qui est devenue la première industrie culturelle au monde, et d'offrir des espaces où chacune puisse se sentir en sécurité, représenté, et que le jeu vidéo soit le reflet pixelisé de notre société diverse et riche. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Enfin, nos objectifs, je pense qu'aujourd'hui, ils sont assez clairs. Pour revenir à ce que tu voulais savoir sur l'industrie de manière générale, moi, je peux te parler de qui se trouve dans l'industrie. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui ? C'est une industrie qui est composée, évidemment, on le sait, des développeurs et des développeuses, des créatrices. C'est une industrie qui est composée des joueurs et des joueuses. C'est une industrie qui parle aussi... En fait, il y a plusieurs branches dans le jeu vidéo. Vous avez aussi tout ce qui est autour du jeu vidéo. Donc, c'est par exemple aussi le streaming, toutes les personnes qui vont faire du contenu jeu vidéo sur les plateformes. C'est des personnes qui créent du contenu sur les réseaux sociaux à travers les jeux vidéo. C'est l'e-sport, donc les personnes qui font du jeu vidéo compétitif. Mais si on reste vraiment un peu plus sur l'aspect création de jeux vidéo, aujourd'hui il existe aussi un grand écosystème. En tout cas en France, on est très chanceux et chanceuses d'avoir ça, un bon écosystème d'associations qui sont très impliquées dans le milieu depuis maintenant une petite dizaine d'années et qui prennent de plus en plus de place. Pourquoi ? Parce que justement sur le sujet de l'éthique, de la responsabilité éthique et de l'inclusivité, on est plusieurs à avoir remarqué qu'on n'est pas du tout là où on devrait en être en fait dans ce milieu-là, et c'est ça qui est important aujourd'hui. Oui, si on dit c'est qui l'industrie du jeu vidéo, c'est des hommes hétéros, blancs, cisgenres et valides. C'est ça la grosse problématique aujourd'hui. Le jeu vidéo, les studios de jeux vidéo, les studios de production de jeux vidéo, là où moi j'ai travaillé, puisque j'ai travaillé pendant 10 ans pour les plus grands studios de jeux vidéo sur des grosses équipes, des AAA, donc c'est des équipes entre 300 et 800 personnes, c'est 98% d'hommes blancs, hétéros, cisgenres, valides. Donc on compte les femmes et les LGBT sur le doigt de la main.
Les femmes, elles sont souvent cantonnées à ce qu'on appelle les fonctions support, donc les RH, la communication, quelques métiers artistiques. Mais le cœur du développement d'un jeu vidéo, les game designers, les développeurs, les producteurs, c'est souvent des hommes blancs, hétéros, cisgenres. Donc le frein de la diversité et du traitement de la diversité et de l'inclusivité au sein des productions, il n'y a pas à chercher beaucoup plus loin. Il y a ça, et peut-être qu'on en parlera après, je ne sais pas si je digresse un peu, mais il y a aussi l'aspect élitiste de cette industrie. Les écoles de jeux vidéo, pour la plupart, c'est des écoles privées à 10 000 € l'année. Donc il y a toute une couche de la population qui ne peut même pas accéder aux études de jeux vidéo. Pour être game designer, donc mon métier, c'est Bac plus 5. Donc je vous laisse faire le compte, 5 ans à 10 000 €. Donc forcément, les jeunes de quartier, les jeunes de milieux défavorisés ou de zones rurales sont pas trop dans l'industrie. Ouais. Moi, la chance que j'ai eue, puisque moi je viens d'un milieu modeste aussi, c'est que je vis à Montpellier et on a un cursus à l'université, donc public, donc j'avais pas besoin de dépenser 10 000 € l'année, mais c'est vraiment une exception. La plupart des écoles, pour être prof, malheureusement, il faut bien que je mange dans des écoles privées aussi. Je vois bien que. Et puis alors, c'est la mine d'or maintenant pour les écoles. Toutes les écoles de métiers de l'image ouvrent un cursus game design. Parce que c'est hyper lucratif. Tous les jeunes veulent bosser, j'exagère, mais beaucoup de jeunes veulent travailler dans le jeu vidéo. Et du coup, ça pousse comme des champignons, là, les filières game design. Au niveau de l'industrie, donc dans l'industrie elle-même, tu parlais de pourcentage de personnes privilégiées en fait, qui y travaillent, ce qui n'est pas très surprenant. Mais est-ce que vous avez remarqué un changement ? S'il est lent, s'il y a des gens qui commencent à vouloir faire la même chose que vous, en fait, de l'interne. Alors, pour aller sur les chiffres, en fait, on est plus exactement à 24% de femmes actuellement dans le milieu du jeu vidéo. C'est un chiffre qui a augmenté au fil du temps, au fil des années. En fait, c'est plutôt depuis 2017, en fait, ça commence un petit peu c'est là que ça a commencé vraiment à monter. Et depuis 5 ans à peu près, on tourne toujours autour entre 22 et 24%. Entre 20, 22, 24. On n'a jamais atteint les 25%. Et quand on dit 22, 24, c'est que ça prend en considération, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai été clair, parce que ça prend en compte toutes les personnes qui bossent chez Ubisoft. Mais sur la prod d'un jeu vidéo, parce que du coup, quand on va prendre ces 24%, on va dire chez Ubisoft Montpellier ou Ubisoft Paris, on a 24% de femmes. Mais parce qu'on va compter les RH, la compta, tout ça. Mais sur la prod du jeu vidéo, des équipes de prod, là par contre, on est sur du 2% peut-être, quoi. Donc ils utilisent ce chiffre en disant mais si, ça augmente, il y a de plus en plus de femmes, on est 24%, mais c'est pas sur les prods, c'est pas là où sont faits les jeux en fait. Oui, il faut regarder plus précisément à l'intérieur de qui on parle, parce qu'effectivement, il y a un vrai rapport de domination dans les personnes qui ont le pouvoir, dans les pouvoirs décisionnels aussi, sont détenus en fait par les hommes, puisque si on regarde au niveau des personnes, des dirigeants dans les studios ou des personnes qui sont à des niveaux exécutifs, c'est aussi très très largement des hommes blancs, cis, hétéros, valides et compagnie. Et malheureusement, en fait, plus on va descendre en bas de l'échelle, plus on va trouver de la diversité, pour le coup. Et je crois que l'un des autres chiffres, parce que c'est quelque chose qui a été mesuré, notamment par l'association Women in Games, qui fait pas mal d'actions, je crois que c'était seulement 1% de personnes non-binaires. Donc on a 24% de femmes qui a été mesuré, 1% de personnes non-binaires. Le reste, c'est majoritairement des mecs blancs hétéros. Ouais. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que le peu de femmes qu'il y a sur une prod, elles ne sont pas à des strates hiérarchiques hautes. Donc je veux dire, même si vous êtes LGBTQ+, ou une femme, et que vous essayez de faire avancer ces sujets-là, dans tous les cas, vous prendrez les murs de la hiérarchie au-dessus, qui est composée d'hommes blancs, hétéros, cisgenres, valides. Donc même s'il y a des actions en interne, s'il y a des gens qui poussent, et moi c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans jusqu'au burn-out, concrètement, voilà, c'est pour ça que ça n'avance pas, parce que les personnes qui vont décider, qui auront le dernier mot de toute façon, c'est toujours les mêmes. Ça amène sur la prochaine question, qui est plutôt de parler de vos rôles individuels et ensemble, et de vos parcours, si vous êtes d'accord de partager un peu comment vous êtes en arrivé là, et puis du coup, dans ce cadre-là, quels sont les discriminations, les stéréotypes les plus fréquents dans le jeu vidéo, les plus, tu parlais des barrières et des murs en fait qui restent là parce que c'est les mêmes qui dirigent. Dans votre parcours, qu'est-ce que vous avez rencontré et qu'est-ce qui vous a amené en fait à faire ce que vous faites aujourd'hui ? Je sais
sais pas qui veut commencer. Donc, je suis né à Montpellier. Non, non, moi à la base, déjà le jeu vidéo. À la base, déjà, moi j'ai fait une reconversion. Donc j'ai été pendant 10 ans graphiste et web designer. Donc le jeu vidéo, j'ai repris des études à 30 ans. J'avais déjà un rapport aux jeux vidéo, j'ai toujours été geek, et justement le jeu vidéo, moi ça représentait un exutoire, une échappatoire. J'ai grandi dans un milieu social qui était un peu compliqué avec des violences, tout ça, et le jeu vidéo c'était vraiment mon échappatoire. Et petit à petit dans mon introspection dans ma vie, je me suis dit qu'est-ce que tu veux faire qui te passionne, et c'était forcément le jeu vidéo. Et petit à petit je me suis rappelé pourquoi j'aimais autant le jeu vidéo, et en étant queer et neuroatypique, forcément j'ai observé le manque de diversité, et je me suis orienté et spécialisé au fur et à mesure sur tous les enjeux éthiques, donc diversité, inclusion, accessibilité. Donc à la base j'ai une formation en game design, donc vraiment en conception de jeux vidéo, et j'ai eu cette prise de conscience à un moment, de par mes sensibilités, de par mes observations, mais aussi par exemple, il y a eu quelque chose qui a été un gros déclic, c'est quand je travaillais sur Steep, qui est fait à Ubisoft Annecy, pas très loin, qui est un jeu de sport d'hiver. On avait reçu le courrier d'un ancien skieur professionnel qui avait eu un accident et qui était devenu hémiplégique, et qui nous avait écrit une lettre, une déclaration d'amour aux équipes de Steep pour nous dire quand j'ai eu mon accident, j'ai cru que ma vie était finie, j'avais qu'une seule passion dans la vie, c'était de skier, et je retrouve le plaisir du ski à travers votre jeu vidéo. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, t'es pas docteur, t'es pas pompier, tu sauves pas des vies, mais tu travailles sur un médium qui touche des millions de personnes, des milliards de personnes, et en fait, tu peux mettre ta pierre à l'édifice et aider des gens, des personnes isolées, des personnes marginalisées, ou juste des personnes qui ont besoin de se changer les idées l'espace d'une minute, quelques heures, parce que c'est ça le pouvoir du jeu vidéo. Et justement, il n'y a pas une hiérarchie de jeux vidéo, il n'y a pas Call of Duty c'est un jeu vidéo et Candy Crush c'est pas un jeu vidéo. Tout ça c'est du jeu vidéo. N'importe quel médium, que ce soit sur votre téléphone ou quoi, qui vous permet de vous changer les idées l'espace d'une minute, l'espace de quelques heures, qui vous fait oublier la dureté de la vie, ça reste un jeu vidéo. Et c'est ça qui est important de faire prendre conscience aujourd'hui aux créateurs, aux créatrices de jeux vidéo. Mais cette pensée-là, cette approche-là, il y en a peu qui en ont. La plupart des game designers, ils font du jeu vidéo parce que c'est cool, parce que c'est des gros geeks. Ils manquent d'objectivité. Généralement, ils font des copier-coller des jeux qu'ils aiment. Ils oublient qu'en fait, on est en train de créer des jeux déjà pour les autres, et que surtout, on peut accompagner, guider, rassurer, sauver des vies, même j'ai envie de dire, en améliorant les représentations, en montrant dans un jeu vidéo que regarde, tu n'es pas seul, ça existe ailleurs pour toutes les personnes qui n'ont pas la chance de vivre dans un contexte familial qui leur permet par exemple d'assumer leur homosexualité. Par exemple, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le jeu vidéo, c'est aussi une fenêtre sur le monde en fait, qui permet de sortir de son contexte familial ou de son milieu social et tout ça. J'ai un peu digressé, mais je vais m'arrêter parce que je peux continuer longtemps. C'est très bien parce que moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment beaucoup plongé dans les jeux vidéo. C'était effectivement pour un peu échapper à la réalité. Et puis surtout, moi, c'était beaucoup sociabiliser parce que, en fait, j'ai toujours été quelqu'un d'assez sociable. D'abord, j'ai découvert les jeux vidéo au Bénin parce que je suis franco-béninoise. Avec mes cousins à la base, on joue aux jeux vidéo là-bas. Et puis lorsqu'on est arrivé en France, j'ai recommencé à jouer quand on a eu un ordinateur familial à la maison. Et en fait, j'ai découvert les jeux vidéo en ligne à ce moment-là. Avant ça, je connaissais Tetris, je connaissais tous les petits jeux d'arcade, en fait, les rétro-jeux. Tout le monde connaît Pinball aussi, peut-être. Enfin, tout ce type de jeux-là auxquels je jouais quand j'étais plus jeune. Et en fait, en France, avec l'ordinateur familial, j'ai découvert les jeux en ligne, notamment un qui s'appelle League of Legends, quand j'étais adolescente. Voilà. Donc ça, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément League of Legends, c'est un jeu de stratégie en ligne où tu joues avec d'autres personnes. Donc tu joues principalement... Vous devez normalement être 5 personnes, donc tu fais du 5v5 personnes. Et en fait, c'est un jeu où je me suis fait beaucoup d'amis. Enfin, j'ai toujours été sociable, mais je ne pensais pas que le jeu vidéo pouvait m'apporter autant en termes d'amitié, en termes aussi d'amélioration de certaines compétences, en fait. Ça, je ne l'avais pas du tout anticipé, mais j'ai découvert que je pouvais vraiment m'ouvrir aux gens. J'ai commencé à apprendre l'anglais à travers les jeux vidéo, vraiment améliorer mon anglais via les jeux vidéo.
J'ai commencé à mieux communiquer aussi avec les gens parce que tu dois prendre rapidement des décisions, faire en sorte que ton équipe se coordonne bien, des choses comme ça. Donc pour moi, c'était déjà des petites vertus qui m'ont marqué. Mais j'ai aussi découvert le revers de la médaille dans le jeu vidéo, c'est-à-dire le côté toxique des choses. Pourquoi ? Parce que j'étais une fille, j'étais une femme, et déjà adolescente, lorsque je jouais, j'utilisais évidemment un pseudo à consonance féminine, parce que pour moi c'était normal, donc j'ai utilisé plein de pseudos. Aujourd'hui c'est plutôt Invincible Jane, c'est ça qui est sur mes réseaux sociaux, mais à l'époque j'utilisais peut-être Black Queen 290, parce que j'avais envie de m'appeler Black Queen 290, et c'était suffisant apparemment donc pour certaines personnes, donc pour déduire que j'étais une fille. Et donc, automatiquement, il fallait que je retourne à la cuisine, bien entendu, faire des sandwichs. Et au-delà de ça, également, il y a le black à côté de Queen. Le black, c'était même pas forcément le sujet, c'était vraiment... c'était plus quand je jouais en fait des personnages noirs, les rares personnages noirs qui existaient dans les différents jeux. Je jouais bien sûr à League of Legends, mais aussi à d'autres jeux où je pouvais avoir des héros noirs, ou en tout cas les créer moi-même. Et rien que cette existence-là suffisait en fait à provoquer des insultes. Donc aussi bien misogynes que racistes. Donc on était dans la misogynie noire pure et dure, sauf que moi à l'époque j'étais ado, donc en fait ça me touchait vraiment, mais autour de moi, ma mère, ma famille ne voulaient pas en fait que je joue aux jeux vidéo. Ils trouvaient ça bizarre, ils me disaient que c'était pas fait pour moi en fait, que je perdais trop mon temps et compagnie. Alors bon, ok, parfois je ne dormais pas de la nuit, mais c'est un peu exagéré. Donc ils comprenaient pas en fait que je puisse autant être passionnée, avoir tellement envie d'y aller. Moi, c'était vraiment le côté sociabilisant qui me plaisait. Et oui, ce sujet-là de la toxicité m'a énormément marqué quand j'étais ado. Et c'est vraiment bien plus tard, à l'âge adulte, en 2020, on est dans un contexte où je suis au chômage, j'habite en Allemagne. Je ne vous recommande pas de suivre un homme en Allemagne pour refaire votre vie. Je l'ai fait. Il n'y a pas de regret puisque ça a fait de moi ce que je suis aussi aujourd'hui. Mais je suis en Allemagne, j'ai pas de boulot. On est en plein Covid. Il y a Black Lives Matter. Je peux vous dire qu'il n'y a rien qui va. Et en fait, à ce moment-là, beaucoup de remises en question. Et bien sûr, comme je ne travaille pas parce que, pour certaines circonstances, je me replonge dans le jeu vidéo en ligne. Et c'est là que je vois que en fait, entre mon adolescence et cet âge-là, absolument rien n'avait changé et que c'était même pire qu'avant parce que ça s'était banalisé en fait. Donc, adulte, je sais mettre des mots sur des choses, je sais en parler, je sais que là, j'ai des racistes en fait en ligne, que j'ai des personnes qui sont absolument sexistes. Donc, je sais l'expliquer. En fait, j'ai entamé un processus de recherche pour comprendre. Et puis, très vite, l'idée, ça a aussi été de m'entourer de personnes qui peut-être avaient pu vivre les mêmes choses. Et c'est comme ça que l'idée de monter Afro Gameuse, qui est donc l'association que j'ai fondée vraiment pour créer une communauté, parce que je me sentais seule en tant que joueuse noire. J'avais l'impression d'être toute seule, qu'il n'y avait que moi. J'avais l'impression d'avoir des désillusions et de me dire que ces choses-là en fait ne sont arrivées qu'à moi. Et vraiment, lorsque j'ai commencé à en parler autour de moi, à faire des interviews, faire des recherches, en parler sur les blogs, je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule. Et c'est comme ça que j'ai aussi compris qu'il y avait un véritable enjeu d'en parler dans les médias, sur les réseaux sociaux, pour conscientiser un peu ces toxicités-là, parce que je trouvais que on parlait déjà beaucoup du sexisme, mais alors le racisme, et d'ailleurs toutes les autres choses qui arrivent, la grossophobie, l'homophobie, qui existent aussi quand on joue aux jeux vidéo, ne sont pas visibles. Et moi, c'est des choses que j'avais envie de visibiliser. Donc c'est ça qui m'a poussée ensuite à me plonger dans Afro Gameuse, à aussi ensuite, comme Mika, rejoindre Ubisoft pour travailler avec eux, pas sur ces sujets-là, mais vraiment parce que mon métier à la base, c'était de faire de la com. Donc j'ai bossé en com chez Ubisoft. Et d'ailleurs, je pense que pour quelqu'un qui a toujours souhaité bosser dans le jeu vidéo, j'y suis arrivée uniquement par cette manière-là. C'est-à-dire que j'ai dû en faire quelque part 2 fois plus, me faire remarquer, avant d'être ensuite intégrée dans l'industrie, ce qui confirme tout à fait ce que tu disais tout à l'heure de assez élitiste, il y a beaucoup d'entre-soi, et en fait, pour entrer dans l'industrie, il faut que tu sois remarquable, ou que tu connaisses les bonnes personnes, ou que tu aies suffisamment d'argent, et que tu en fasses beaucoup plus, quoi. Et merci déjà. Et du coup, par rapport à vos rôles que vous jouez en lien avec cette industrie, dans tout ce qui est essayer de sensibiliser, de diversifier,
de proposer du consulting, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et aussi, comment c'est reçu? Ou comment vous dealez avec... en fait, être toujours dans cette position... c'est marrant, il y a beaucoup de choses qui font écho dans ce que vous dites. Comment vous dealez dans cette position d'être toujours à devoir en fait, batailler pour convaincre les gens, pour faire rentrer des nouvelles représentations, etc. Bah, au pire, on n'est pas écouté, au mieux, on est instrumentalisé. Hein. Concrètement. Ça peut être résumé comme ça. Ouais. Moi, il y a deux aspects. Il y a à la fois mon travail de game designer, où je pouvais agir sur l'expérience de jeu et les choix en jeu. Et il y avait mon rôle petit à petit où j'ai commencé à m'imposer en tant qu'ambassadeur diversité et inclusion, notamment chez Ubisoft. Et dans tous les autres studios, après, j'ai continué mes combats pour déployer en interne des politiques D&I, participer à la Pride, faire imprimer des t-shirts, des trucs comme ça. Sur la partie game design, ça va dépendre des sujets dans lesquels qu'on va vous donner. Quand vous êtes game designer, tout le monde sait ce que c'est game designer d'ailleurs. Ouais. Quand vous êtes game designer, vous êtes sur la conception de jeux vidéo, donc sur les règles, sur les mécaniques, c'est vous qui allez décider ce que va être une feature dans le jeu. Donc moi, c'est rigolo parce qu'on m'a un peu donné ces sujets. On m'a un peu donné ces sujets parce que j'étais gay concrètement, mais on m'avait donné les sujets sur Beyond Good and Evil 2 de la création de personnages et de la customisation. Genre on va filer le truc pour habiller les poupettes au PD de service. Mais ça faisait très ça. Ça faisait on va mettre un gay sur habiller les personnages. Mais en même temps, c'était une super opportunité parce que j'allais pouvoir proposer un système de création de personnages et de customisation inclusif, unisexe, tout ça. Donc ça, j'ai pu y arriver petit à petit parce que je leur ai fait comprendre que c'était une vision moderne du jeu vidéo, qu'il y avait de plus en plus de politiques de diversité et d'inclusion, qu'on allait toucher plus de joueurs et de joueuses. Et surtout, il y avait un aspect, je jouais un petit peu presque sur le pinkwashing, mais parce que il y avait aussi un intérêt presque mercantile et marketing d'y aller. Donc ça les arrangeait aussi. Et moi, j'étais content parce que je faisais avancer ça et ça a été bien reçu. Et en même temps, c'est hyper fragile. Ça tient à rien, notamment sur les morphologies. Par exemple, je proposais un système de jeu comme on pouvait créer son personnage avec différents morphotypes. On ait des femmes grosses, des hommes musclés. Il y avait des hybrides aussi parce que c'est un jeu SF et tout ça. Et ça a été aussi un combat de 2 ans et demi, par exemple, pour lutter sur ces sujets-là. Et un jour, il y a une nouvelle directrice artistique qui arrive. Je me dis trop bien, une femme en directrice artistique. Et là, elle arrive et forcément, il faut qu'elle passe un petit peu sur tout et qu'elle donne son avis sur tout. Et déjà, un premier truc sur la morphologie de femme grosse, elle commence à nous dire non, mais ce serait bien qu'on ait une femme grosse, mais un peu à la Beyoncé ou à la Kim Kardashian. Donc là, je dis, c'est pas des femmes grosses, ça. Faut lui donner un dictionnaire à ce stade. Voilà. Et donc, des premiers trucs, je dis, non, machin. Et on insiste et tout. Elle dit, non, mais les joueurs et les joueuses veulent jouer des femmes sexy. Elle dit. Et là, en plus, c'était une Québécoise, donc je me suis dit, elle va arriver avec une ouverture d'esprit. Quand même, les Québécois sont beaucoup plus en avance que les Français, en tout cas sur ces sujets-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs phénomènes. Déjà, chez les femmes qui arrivent à des postes de direction, elles sont dans un mimétisme des comportements des hommes. Comme si elles avaient dû adopter un petit peu les mêmes comportements des hommes pour réussir à avancer. Et du coup, elles en deviennent, elles aussi, elles arrivent avec des idées sexistes. Le sexisme intégré. Limitantes et tout ça. Et en fait, moi, comme ça faisait 2 ans et demi que je me battais sur ça et qu'elle arrivait de ça, et c'était un poste de direction, donc elle aurait le dernier mot de toute façon. Après ce meeting, je suis parti dans une salle, j'ai éclaté en sanglots et je suis parti en burn-out. Et je me suis rendu compte que j'étais en dépression et j'ai fait un burn-out. C'est là que j'ai quitté Ubisoft. Après, je suis allé bosser dans des studios internationaux, notamment en Islande et en Finlande, en me disant, les pays scandinaves sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Et là, non, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est systémique et que l'industrie du jeu vidéo à l'international est construite sur le même modèle des premiers mecs qui ont commencé à bosser dans les jeux vidéo il y a 30-40 ans, qui sont ces mecs qui sont à la direction de tous les studios aujourd'hui. Donc le problème, il va mettre des années à évoluer. Et tant qu'on a ces dinosaures un petit peu avec des comportements toxiques, ça n'avancera pas. Et il y a juste un truc pour reparler un petit peu sexisme et tout qui m'avait marqué et que j'utilise beaucoup, c'est qu'un jour, il y a une de mes collègues qui me dit « T'as beau être gay, t'es un homme, tu seras toujours plus écouté que moi ». Et c'est quelque chose que j'ai pu observer après qu'elle m'ait fait la réflexion. Par exemple, quand je partageais un design avec une collègue, quand on présentait le design en réunion, les directeurs ne posaient des questions qu'à moi. Systématiquement à moi, ils ne me regardaient qu'à moi.
au point qu'elle a dû me faire la réflexion après et que j'ai dû être attentif les autres fois pour dire non mais là c'est Clémentine qui a bossé sur ça, parce que moi je m'en rendais pas compte, parce que même moi je me suis rendu compte que j'étais dans mon privilège d'homme blanc et qu'en fait je captais même pas que on me posait des questions, j'étais content de répondre, machin, et petit à petit aussi je me suis rendu compte effectivement du sexisme aussi en interne. Donc il est en interne, à l'externe, il est partout quoi. J'ai oublié la question. Je t'avoue que moi aussi, hein, là j'étais en mode. C'était les retours, non? Les quoi? C'était pas sur les comment est-ce que c'est vécu autour de nous? Sur la fonction aussi au sein de ces industries. Ah oui, d'accord. Aussi comment. C'est très bien, tu as parlé de qu'est-ce qui t'a mené au burn-out, c'est pas très bien, mais du coup peut-être que Jennifer, tu peux parler aussi de comment en fait une fois que tu sors de ces grosses industries, enfin de l'intérieur de la machine, comment tu agis depuis l'extérieur, quelles approches tu as et puis comment tu es perçu aussi. Ouais. Pour le coup, moi, quand j'ai décidé de quitter Ubisoft en tant que studio, d'abord, j'ai pas du tout eu la même expérience que toi en interne. Je pense que j'ai effectivement vécu du burn-out parce que en fait, les conditions de travail des personnes dans le jeu vidéo sont juste voilà, je fais de l'euphémisme quand je dis qu'elles sont pas agréables. Mais à part ça, voilà, moi j'ai été bien entourée dans des équipes bienveillantes, etc. Je suis arrivée après la période de harcèlement chez Ubisoft. Et en fait, la raison pour laquelle d'ailleurs je voulais bosser chez eux, c'est aussi parce que je voulais voir les coulisses du jeu vidéo, je voulais voir comment ça se passait en interne. Et en fait, c'est très différent d'un studio à l'autre aussi, il faut le dire. Mon expérience avec Ubisoft a été différente de mes expériences lorsque j'ai travaillé pour le coup en externe avec d'autres studios, mais plutôt côté freelance. Donc je me suis mise de toute façon en indépendante parce que j'estimais en fait que c'était une meilleure façon pour moi de travailler. Je combats le salariat depuis 4 ans maintenant, de manière pas aussi simple que je le voudrais, mais ça, en fait, à partir de ce postulat déjà de travailler dans l'industrie sans faire partie des studios, c'est un acte militant quelque part en soi parce que on peut devenir très vite assez précaire parce que en plus le milieu du jeu vidéo lui-même, quand on travaille dedans, en fait c'est un milieu qui brasse tellement de gens où tout le monde peut être tellement remplaçable qu'on te fait comprendre que voilà, si toi tu dégages demain, c'est ok quoi. C'est chacun son tour, et puis si t'es pas là, on aura une autre personne derrière toi qui viendra très rapidement et très heureuse de prendre ta place, et pourtant qui sera payée des brouettes parce que c'est comme ça en fait qu'on traite les gens en externe. Et ce que je voulais dire par rapport à mon rôle, c'est que oui, j'ai vraiment souhaité lancer des actions à travers Afrogameuse, cette association-là, pour justement sensibiliser les industries, en commençant par les développeurs et les développeuses, sur les représentations des joueurs et des joueuses à la base, parce que moi, la raison pour laquelle je me sentais seule, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que je ne voyais pas en fait d'autres femmes noires joueuses autour de moi. Et pourtant, dans les jeux vidéo, j'y jouais quasiment tous les jours, je regardais et je jouais à des jeux vidéo et je ne voyais pas non plus de personnages qui me ressemblaient. Et je me disais, attends, mais je donne mon argent à ces gens-là tous les mois et ils sont pas capables de faire un personnage qui me ressemble, alors que j'avais des orques, des machines, des êtres humains, mais bizarrement des héroïnes noires. Ce n'est pas normal en fait. Et pourtant, nous sommes dans des mondes créatifs fictifs où nous avons la possibilité de créer ce que nous voulons. Donc je ne trouvais pas ça normal, et l'objectif, ça a été de montrer aux développeurs, regardez, un gamer, ça peut aussi ressembler à ça. Ça a été l'une des premières démarches. Ensuite, ça a été, regardez vous-même dans vos propres équipes, en fait. Vous ne pouvez pas créer de diversité en étant vous-même aussi homogène. Et il y a plein d'études qui le montrent aujourd'hui que justement les diversités sont aussi porteuses de créativité, c'est source d'innovation dans les équipes, c'est source de productivité, c'est plein de choses comme ça. Donc en fait, c'est que du bénéf quelque part, et parfois même à utiliser auprès d'eux l'argument marketing, parce que c'est aussi un argument marketing, et c'est la raison pour laquelle demain, par exemple, si je vois une affiche de jeu avec une héroïne noire, je vais avoir tendance à peut-être plus regarder, à être un peu plus intéressée peut-être. En tout cas, ça va attirer plus mon attention qu'un jeu que j'ai déjà vu 1000 fois dans la rue. Donc c'est effectivement aussi un atout marketing. Et après, il y a l'enjeu donc des diversités au sein même des jeux, en fait, des représentations, parce que en termes d'évolution,
Ok, en termes de diversité, on a beaucoup vu Lara Croft par le passé. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'héroïnes qui sont les héroïnes, donc les personnages principaux dans leur jeu. Mais si on parle de représentation de personnages racisés, si on parle de personnes queer de manière générale, si on parle de personnes handicapées, elles sont encore très très peu limitées. Et pour le coup, on est aussi à un stade où elles sont des tokens en fait quand elles existent. Elles sont là juste pour exister en tant que quota, en tant que faire valoir. Elles ne sont pas là pour qu'on raconte leurs histoires. Et je terminerai là-dessus. Il y a beaucoup de résistance lorsque on voit que l'inverse arrive. Par exemple, vous avez un jeu comme Starfield qui, lorsqu'il est sorti, il y a des gens qui ont pété un câble parce que quoi ? On peut mettre ses pronoms dans ce jeu ? Oui, et le mot-clé c'est on peut. On n'est pas obligé. Et d'ailleurs, on peut aussi utiliser ses propres pronoms, il, elle. C'est assez hallucinant de voir qu'il y ait ce genre de retour sur des gens qui ne supportent pas, qu'on leur donne juste la possibilité de faire ces options-là, que ces options-là, en fait, si elles ne les rendent pas heureuses, par contre, elles vont ravir d'autres personnes qui, elles, peut-être en auraient un peu plus besoin. Donc c'est sensibiliser sur tout ça à travers l'association et à travers mon propre travail depuis quelques années maintenant. Merci. On a zappé un truc dans ta question, c'est l'instrumentalisation. Je pense que c'est intéressant. Parce que quand j'en parlais, c'est qu'en fait, les studios étaient bien contents que pour l'image que je mène des actions de diversité et d'inclusion sur le mois des fiertés. Là, hop, on met le Rainbow Flag dans le logo Ubisoft et on met en avant, on a fait la Pride. Et ce qui m'embêtait, c'est que par contre derrière, sur la prod, quand je poussais machin, tout ça, j'avais vachement de freins. Et c'est ça qui m'a choisi. Pour me faire mettre en avant là, sur le mois des diversités, vous êtes bien content. Mais pour vraiment agir sur le produit et sur le jeu vidéo, là je dois ramer. Et c'est pour ça que je me suis senti au bout d'un moment instrumentalisé. Et je crois que tu as eu une expérience un petit peu similaire où tu bossais presque gratuitement sur de l'audit. Oui, voilà. Il y a des choses comme ça qui arrivent où... en fait, je suis un peu... C'est un peu à double tranchant, je suis un peu mitigée sur cette question-là et je comprends les personnes qui vont dans cette direction. Donc en gros, on est en train de faire un jeu, on va peut-être mettre un personnage noir, mais on ne sait pas trop, on a peur que ça soit offensant. Ça, on est à un stade où je travaille dans l'entreprise en question, donc je suis pas consultante pour l'instant. Et comme ils savent que je travaille aussi sur ces questions avec l'association, donc on vient me voir et on me pose des questions. Et en fait, au début, j'étais assez contente de faire ce travail-là, mais en fait, c'était effectivement du travail supplémentaire qui n'avait rien à voir avec mon travail de communicante à la base. Et j'ai remarqué, donc au bout d'un moment, c'est-à-dire tu le fais 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, ça commence à devenir beaucoup, qu'on fasse systématiquement appel à toi, alors qu'on pourrait faire appel à des experts et des expertes qui existent. Et c'est ça aussi la mot-clé, c'est que ces personnes-là existent et qu'il faut les payer pour le travail qu'elles font. Et puis surtout, on ne fait pas suffisamment d'efforts soi-même pour s'éduquer, pour avoir suffisamment les connaissances, pour faire nos propres recherches, pour éviter en fait de tomber dans les mauvaises représentations. Et on compte uniquement toujours sur la personne qui est là en tant que token, parce que bien évidemment, en tant que femme noire jeune, j'étais tout à fait l'une des rares aussi dans l'entreprise. Donc ouais, il y a de l'instrumentalisation, parce qu'au début, tu te dis, il n'y a personne pour faire ce travail-là, et c'est bien que je puisse les aider. Pardon. Tu te sens valorisé au début. Exactement, c'est ça. Tu dis, mais trop bien, mon avis compte, ou mes actions, ils veulent les mettre en avant. Et puis au bout d'un moment, tu comprends qu'en fait, c'est censé être rémunéré, en fait, ce type d'action. Et aujourd'hui, de l'extérieur, comment ça fonctionne ? Est-ce que vous êtes... Enfin, j'imagine que c'est rare d'après ce que vous dites, mais est-ce que vous êtes appelé par des gens, ou est-ce que vous devez... vous faire le lien et puis dire en fait ce serait bien que vous ayez de la diversité et que vous soyez sensibilisés. Comment est-ce que ça se fait ? C'est assez compliqué. Alors déjà, il y a deux facteurs. C'est qu'il y en a qui s'en foutent, donc ils ne vont pas faire appel à nous. Il y a une crise du jeu vidéo. Donc il y a beaucoup de licenciements, de moins en moins de ressources, beaucoup de studios qui ferment, donc ils vont éviter les coûts sur du travail de consulting ou des choses comme ça. Après, moi j'ai accompagné déjà quelques studios, tout ça, mais c'est vrai que c'est pas évident. Je sais pas toi, mais moi aujourd'hui ma principale source de revenus en tant que freelance, c'est sur les cours, puisque je suis aussi prof de game design. Je dis de game design éthique, où je donne à la fois des cours de game design, mais aussi des cours sur tout ce qui est psychologie des joueurs adaptés, pas adaptés,
dans le game design, comment intégrer la psychologie des joueurs pour designer basé sur les comportements et les traits psychologiques des joueurs. Et puis après des cours sur tout ce qui est accessibilité, puisque je suis expert en accessibilité, donc je suis capable de faire un jeu vidéo accessible à une personne, peu importe son handicap. Et on se rend compte surtout que les étudiants ne sont pas formés à ça en fait, depuis des années. Donc c'est un peu une approche innovante, bizarrement. Mais oui, aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, je critique l'élitisme des écoles privées, mais aujourd'hui, c'est le seul endroit où je peux trouver de l'argent tout en continuant mes activités à côté. Mais ouais, le consulting, c'est compliqué, surtout depuis, j'ai l'impression... là, avec Trump avec aux États-Unis, oui, en plus. contre les diversités, comment ça s'appelle on appelle ça les politiques de diversité et inclusion aux États-Unis, c'est très compliqué et c'est vrai que ça fait peur à beaucoup de monde. Donc en fait, il y a justement, je pense qu'on a un rôle aussi à jouer, tu vois, à ce moment-là de réassurance, parce que les gens ont peur quelque part à juste titre et ils se disent qu'il vaut mieux dans ce cas éviter toutes ces problématiques-là pour s'assurer de garder une part de marché normale entre guillemets, alors qu'en fait, il faut bien leur faire remarquer que toutes les personnes dont Trump, qui font des résistances vis-à-vis des représentations dans les jeux vidéo notamment. En fait, il s'agit d'une minorité qui s'organise pour faire énormément de bruit, de frappe. Et c'est comme ça qu'on obtient des cyberviolences qui ont lieu en ligne et qui affectent beaucoup de personnes, notamment et particulièrement les femmes noires, il faut le dire, qui reçoivent presque 10 fois plus de harcèlement qu'une femme blanche, par exemple, sur Internet. Il y a des associations qui montrent ces chiffres-là et qui cherchent en fait à nous silencer de manière générale. Et justement, il faut faire ce travail-là de contrebalance où il faut aller éduquer les gens et leur dire, écoutez, je comprends que vous ayez peur, mais en fait, ces gens-là, c'est juste, si on prend la crise autour les polémiques autour de Assassin's Creed Shadows, tu sais, où énormément de personnes se sont plaintes parce que dans le jeu, on a un personnage principal, c'est un homme noir qui est samouraï, et c'est pas normal d'avoir un samouraï noir. Et que de l'autre côté, ce que eux ils veulent en fait, c'est avoir un personnage japonais à jouer. Et là, tu leur rappelles, tu leur dis, mais il y a bien un personnage japonais là, l'autre personnage, il y a Naoe, tu peux la jouer. Et là, en fait, ils se rendent compte que oui, en fait, ils sont misogynes parce qu'ils ne considèrent pas que Naoe soit une femme, soit une japonaise. Ce qu'ils voulaient, c'était avoir un personnage japonais, un homme. Ça ne peut pas être une femme. Et puis surtout, ils ne comprenaient pas le contexte historique vis-à-vis de Yasuke, qui en fait est un personnage qui a réellement existé et que, encore une fois, c'est quelque chose qui démontre parfaitement à quel point l'inclusivité, les représentativités peuvent être source de créativité aussi dans un jeu, pour le coup. Et à la différence de tous les autres Assassin's Creed où c'était en plus des personnages inventés et là personne n'avait de problème. Exactement. Ouais. On est dans un jeu où tu peux tout à fait te retrouver dans le corps de tes ancêtres de je ne sais il y a combien d'années, mais alors jouer un personnage noir là, ou une femme, c'est très très compliqué. Donc en fait, il faut remettre les choses sur la table pour ces gens-là. Il faut qu'on arrête de leur donner aussi du crédit. En fait, moi, c'est ce que j'essaie de faire pas mal en ligne. À titre personnel, donc je fais un peu de création de contenu. Mika aussi fait beaucoup de vidéos sur les réseaux. Moi, je sais que j'ai subi beaucoup de harcèlement, d'insultes, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, parce que lorsque je prends la parole sur ces sujets-là, oui, on cherche à me décrédibiliser et on cherche à me déstabiliser. Et l'objectif, c'est que j'arrête de parler. Sauf que en fait, c'est des personnes... Je sais très bien à quel point je sais mieux quelque part que ces gens-là parce que j'ai travaillé dans l'industrie, je sais de quoi je parle, j'ai mené des actions sur les terrains pour faire évoluer les choses. Donc, ce n'est pas des personnes qui peuvent décrédibiliser comme ça le travail qu'on met en place, mais le sujet même du cyberharcèlement, il est très, très présent simplement parce que les gens s'organisent, quoi. C'est ça qui est grave, je trouve. Ouais. Il y a aussi eu un phénomène dont on n'a pas parlé, tu sais, le Gamergate, et en fait, il y a eu tout un mouvement de personnes qui accusaient les politiques wokistes, en utilisant le wokisme comme un gros mot, était la raison d'échec de certains jeux. En fait, ils ont pris des jeux qui n'ont pas marché parce qu'ils sont nuls ou qu'il y a eu des mauvais choix de design, mais qui avaient proposé des actions de diversité et d'inclusion sur des représentations de personnages, tout ça, et ils en ont fait la raison de l'échec du jeu.
Ils ont commencé à faire toute une liste de jeux en disant tous ces jeux-là, regardez, ils n'ont pas marché parce qu'ils ont mis un personnage LGBT, parce que machin. Et ce qui est complètement débile parce que la qualité d'un jeu, c'est pas si le jeu est bien, c'est pas parce qu'il y a une personne LGBT dans le jeu que ça va rendre le jeu nul. Mais ça a été très très fort. Et il y a eu des attaques contre, je crois que c'était une agence de consulting, je me rappelle plus le nom. Sweet Baby Inc. Sweet Baby Inc. Qui est dont les studios de jeux vidéo faisaient appel à cette agence justement, qui est une agence de consulting pour s'assurer qu'ils traitaient bien de ces sujets ou pour les mettre un petit peu en avant. Et il y a eu une vague de haine contre cette agence. Il y a beaucoup aussi de review bombing sur les jeux qui proposent du contenu de ce genre. Je pense, je crois que c'est le DLC de Horizon Forbidden West où apparemment on comprend que Aloy en fait est lesbienne. Ouais. Et alors là, The Last of Us 2, qui est une pépite vidéoludique, tant succès critique, économique, on n'a rien à dire, c'est une pépite. Pareil, qu'il y a eu du review bombing parce que Ellie est lesbienne, alors que le jeu est incroyable et la série aussi qui copie du jeu cartonne aussi parce que juste le jeu d'un point de vue narratif, d'un point de vue gameplay, d'un point de vue esthétique est exceptionnel, aussi avant-gardiste sur l'accessibilité. C'est un jeu auquel vous pouvez jouer les yeux fermés, personne aveugle peut jouer à The Last of Us 2 malgré la complexité du gameplay, et c'est toujours le bon argument. De toute façon, vous parlez de The Last of Us et de Naughty Dog, vous pouvez combattre tous les arguments sur le wokisme, l'accessibilité et tout ça parce qu'ils font un travail exceptionnel et que ça prouve qu'on peut faire un bon jeu qui se vend tout en proposant de la diversité, de l'inclusion, des récits impactants et de l'accessibilité. Merci. Et qui pourtant a aussi subi beaucoup de haine, justement parce qu'il y a assez. Oui, mais le jeu est tellement bien que ça n'a pas empêché les gens de l'acheter. Les gens y jouent, mais souvent c'est comme ça que ça se passe. Ils font beaucoup de bruit, mais en fait, est-ce que ces personnes-là sont beaucoup ? Je sais pas. Ils font beaucoup de bruit, mais en tout cas. C'est ça. C'est de l'organisation à travers l'utilisation de robots et compagnie pour mettre les mêmes commentaires. Ils sont entraînés. Non, mais littéralement, il y a des groupes Discord, réseaux sociaux où les personnes se retrouvent, se partagent les infos. Ok, on va targeter telle ou telle personne. On va s'y prendre de cette manière. Et donc, juste pour terminer sur l'exemple de Assassin's Creed Shadows, ils ont réussi à occuper 22% de l'espace médiatique. Les personnes qui ont initié ces discussions négatives et toxiques autour du jeu, 22% de la couverture médiatique, alors qu'ils représentaient même pas 1% des personnes qui en parlaient. C'est énorme. Et c'est là qu'on voit la dissonance. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est important pour moi que les gens se disent que c'est de l'organisation. C'est pas quelque chose qui reflète forcément que les gens sont contre en fait la représentativité dans les jeux vidéo. C'est juste une récupération des fachos qui veulent nous empêcher d'exister. Voilà. C'est ça. Puis qui sont bruyants. C'est bien ça. Pour rebondir là-dessus, on a beaucoup parlé de l'industrie, du côté création de jeux vidéo. Et si on passe de l'autre côté de l'écran et qu'on parle un peu des utilisateuristes et la question de la discrimination, tu en as un peu parlé avant, de harcèlement. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Quel a été le développement ces dernières années ? C'est pire qu'avant ? Je ne sais pas si c'est pire, mais c'est toujours là. En tout cas, sur l'homophobie, le sexisme et le racisme, parce qu'à nous deux, on a les trois sujets. Moi, j'ai eu aussi une vidéo qui est tombée, je ne sais pas dans quel réseau, où je fais beaucoup de vidéos et c'est où je parle notamment de la représentation des personnes queer dans le jeu vidéo. Et il y en a une qui est tombée dans un vortex d'extrême droite, où je sais pas, où j'ai eu je sais pas combien de commentaires homophobes assez trash, de sida, de tout, mais des trucs mais strictement rien à voir. Donc ça fait peur. Moi personnellement, ça ne m'atteint pas. J'ai plus de 40 ans. Je suis grand, je sais très bien que ça ne m'est pas adressé directement, mais je me dis, il y a encore des personnes qui pensent ça, et surtout qui n'ont pas peur de le dire haut et fort sur les réseaux sociaux. Et sur le sexisme, c'est hallucinant encore. Là, il y a une streameuse française, la Magda, qui se fait harceler depuis des années, là, qui a témoigné notamment pour Women in Games. Et moi, mes étudiantes m'en parlent aussi, retourne à la cuisine me faire un sandwich ou des appels au viol. Ils n'arrivent pas ou des à trucs, innover, c'est fou. Depuis toujours parler des sandwichs. Ils aiment les sandwichs. Oui, non, mais tout le monde aime les ou sandwichs, retourne faire la vaisselle ou... c'est... Moi, il y a eu un
un commentaire. Alors j'avoue Ah oui, que original. voilà, moi j'aime bien ce commentaire-là parce que je me dis quelqu'un enfin qui a fait un peu de recherche. C'est quand quelqu'un m'a dit sur Twitch, parce que je stream également sur Twitch, on m'a dit un jour oh là là, toi, mais va me faire un mafé quoi. Et je me suis dit quelle personne cultivée. Originalité. Incroyable, on a enfin changé du sandwich. Donc ça, j'ai donné une petite médaille à cette personne-là juste avant de la bannir du compte. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le sujet du harcèlement. Il continue. Là récemment, on a une actrice qui s'appelle Tati Gabriel. Je sais pas si vous voyez. Elle a joué dans You. Peut-être que vous regardez la série You. Ouais. C'est Marianne dans You, donc une meuf métissée. En gros, cette meuf-là, donc, elle a le premier rôle. Oui, tout à fait, dans Sabrina aussi. Et dans The Last of Us, du coup, là, elle va jouer le personnage de Jordan dans Intergalactic, qui sera le prochain jeu de Naughty Dog. Naughty Dog, donc, qui a fait The Last of Us et compagnie. Et en fait, le jeu a à peine été annoncé qu'elle se prend déjà une vague de harcèlement, évidemment misogyne et raciste, parce que c'est une meuf, c'est une femme noire, et c'est aussi une femme qui a les cheveux courts, donc elle a les cheveux quasiment rasés, et elle est magnifique. Magnifique. Voilà, on sait pas. Tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont dans les yeux en fait ces gens-là. Et voilà, donc ça c'est la preuve que ça continue puisque c'est très très récent et pour le coup les choses évoluent malgré tout puisque là elle n'est pas du tout sur les réseaux sociaux et elle a été coachée par le directeur du jeu pour justement se préparer au harcèlement et elle a dit que c'est quelque chose qui justement l'a beaucoup aidée parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que ça soit à ce point-là et encore moins dans le jeu vidéo. Donc c'est pour dire la perception en fait qu'il faut comprendre vis-à-vis du jeu vidéo, c'est que malheureusement, bien sûr, on a les gens bienveillants et compagnie, mais c'est pas eux qui s'expriment le plus. C'est ça le problème, c'est que de l'autre côté, on a d'autres gens qui, eux, lorsqu'ils ont justement ces pensées toxiques et malveillantes, s'organisent pour que ça fasse autant de bruit que possible. Sauf que le problème, c'est que ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, ça n'a pas d'impact en fait sur les ventes d'un jeu. Ça nous dit juste qu'on a des fachos dans l'espace et que quelque part il faut les éradiquer, j'ai envie de dire. Donc il y a cette réception-là vis-à-vis des joueurs et des joueuses. Au niveau du streaming, ça continue. Moi, avec la communauté afro-gameuse, oui, on a souvent des personnes. L'une des manières qu'on a en fait de s'organiser, c'est justement de s'entraider vis-à-vis de la haine qui existe en ligne. Donc, par exemple, si on a une streameuse qui, à un moment donné, subit un raid misogyne, raciste, etc. Moi, il faut savoir que la première fois que j'ai streamé, que j'ai lancé un live avec Afro-Gameuse, j'ai reçu, j'étais avec plein d'autres Afro-Gameuses, nous étions une dizaine à jouer en ligne et j'étais en live, une personne qui est arrivée dans le chat de l'association et qui a commencé à utiliser le N-word en disant qu'il fallait tuer tous les... Et en fait, c'est très agressif. Je n'étais pas préparée à ça et c'est parce que c'était la première fois que je lançais un live. La personne a aussi réussi parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il fallait que je me protège. La personne a réussi également à non seulement être sur notre chat Twitch, mais aussi rentrer dans la partie dans laquelle nous jouions au jeu et donc à continuer ces insultes là-bas. Donc ça, c'était l'une des premières expériences qui m'a fait comprendre l'ampleur des choses aussi et qui m'a fait me dire ok, il faut absolument qu'on dise aux gens que ça, c'est en train de se passer et il faut qu'on les aide à se préparer, à se protéger soi-même parce que malheureusement, tout repose comme d'habitude sur les victimes elles-mêmes. C'est pas les plateformes qui vont nous protéger. C'est à nous de faire les efforts, c'est à nous de nous préparer, c'est à nous de nous organiser et nous entraider contre ça. Et c'est ce que je déplore beaucoup, parce que les plateformes ont une responsabilité à avoir. Pour le coup, Twitch a pas mal évolué, mais il reste encore beaucoup de choses. C'est pas normal qu'une personne qui arrive sur mon live et qui m'insulte puisse juste après que je l'ai banni, recréer un compte et revenir encore sur mon live pour m'insulter. Et ça, c'est des choses qui devraient pouvoir exister. Aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Donc je pense que c'est assez grave. Oui, déjà, c'est pas juste assez grave, c'est juste, et c'est frappant à quel point, ça a toujours été le cas, mais le parallèle entre espace réel et espace en ligne, en fait, c'est un espace dans lequel on se déplace, dans lequel on a... C'est presque pire parce qu'on se cache sous des... Exactement. On est anonyme, en fait. Ce qui m'amène à une question aussi, c'est que c'est presque pire, mais en même temps, il y a aussi cette possibilité qui n'est pas idéale, mais comme dans la vie hors ligne, de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et puis je pense tout par rapport à ma transidentité de passing, ou bien de pouvoir juste exister différemment et jouer là-dessus, en fait. Mais idéalement, on n'aimerait pas s'invisibiliser pour pouvoir exister.
Mais ça me ramène quand même une question, parce qu'on a beaucoup parlé du volume des fachos. Mais qu'est-ce qu'il en est de notre volume à nous, en fait, en termes de communauté, en termes de communauté et de force de frappe? Est-ce qu'il y a plus? Je pense que toi, avec l'assaut, tu dois t'en rendre un petit peu plus compte. Après, dans l'écosystème, on va dire, speaker sur ces sujets-là, on se retrouve toujours un petit peu ensemble, c'est pas pour rien. Après, il y a Marie-Lou, il y a d'autres personnes auxquelles je pense comme ça. Mais on est clairement pas beaucoup. On n'est pas nombreux. Et pas beaucoup à avoir une légitimité aussi, à vraiment connaître le problème en interne et à pouvoir s'exprimer dessus. Donc, je sais pas. En fait, je pense que ce qui est bien, c'est que l'une des raisons, en tout cas, pour lesquelles moi j'ai aussi commencé à m'exprimer sur ces sujets-là, c'est parce que j'ai remarqué que ça avait un impact. J'ai aussi voulu en faire une association parce que j'ai vu, il y a des gens qui pensent aussi que ça peut aller plus loin, qu'on peut réellement faire des choses. Ok, on va essayer de faire des choses, et ça a un impact en fait. Le fait qu'on s'exprime et qu'on vienne prendre la place, ça crée des vocations. Rien que par des gens qui ont envie de se lancer aussi dans le jeu vidéo, de faire leur propre jeu, de créer leur propre représentation. Ça, cet impact-là. Il y a un vrai travail qui est celui d'encourager les carrières, d'inspirer les gens, de montrer en fait des contre-modèles qui existent aussi. Et je pense que c'est très important. On ne se rend pas compte de à quel point les représentations, je pense qu'ici on le sait nous, mais à quel point les représentations peuvent vraiment guider et peuvent vraiment avoir un effet sur nous sur le long terme. Il suffit d'avoir vu un film qui nous a bouleversés étant plus jeune pour se dire moi je veux faire ça en fait plus tard quand je serai grand. Et le jeu vidéo a aussi cet impact-là. Et après pour l'impact dans l'industrie, je pense que on fait du bruit. Ça, je pense qu'on peut le dire. On est pour le coup, on s'exprime beaucoup et je dirais pas que l'industrie est fermée en fait à avoir cette écoute-là, mais l'important c'est pas forcément qu'elle écoute, c'est qu'elle agisse. C'est ça en fait que nous on souhaite en interne. Et agir, c'est aussi quoi ? C'est pourquoi pas travailler aussi avec nous pour justement faire évoluer ces représentations-là dans les studios par exemple. Mais c'est très compliqué à cause du secteur, à cause de tout plein de choses, de la situation politique, situation économique, etc. Et nous, en fait, on se retrouve finalement à créer aussi nos propres vocations parce qu'on s'est extirpé des studios, on s'est créé nos propres métiers. Oui, créer nos métiers, c'est complètement. Drôle, ça aussi. Moi, j'ai créé mon intitulé de poste parce que Player Experience Designer, ça n'existe pas. C'est juste que je suis un mélange entre du game design, entre de la UX, entre de la user research, entre un spécialiste diversité inclusion. Donc, je voulais un titre qui, en fait, si je devais résumer ce que je fais, c'est remettre le facteur humain au centre de la réflexion design, de la conception. Comment, en tant que créateur, que concepteur de jeux vidéo, je remets le facteur humain, les profils psychologiques, les identités au cœur de la conception, parce que je ne fais pas un jeu vidéo pour moi, je fais un jeu vidéo pour les autres. Exactement. Et il y a aussi ce côté, l'importance du rôle modèle. Moi, effectivement, je reçois beaucoup de messages pour merci pour tes combats, merci de prendre la parole, ou sur le handicap, sur le TDAH, des parents aussi qui viennent me dire mon fils est TDAH, et c'est cool de voir qu'on peut réussir professionnellement et tout ça. Donc on a ce rôle-là, mais c'est vrai qu'on est aussi assez incisif, disruptif. Donc ça leur fait peut-être peur, mais parce qu'on a acquéri cette liberté. C'est comment Moi, quand j'étais chez Ubisoft, je pouvais pas dire tout ce que je dis là. Là aujourd'hui, je m'en fous. Je suis en freelance, ma carrière elle est derrière moi, donc je peux me permettre. Mais avant, je marchais sur des jeux, j'étais obligé de jouer la politique aussi, notamment d'Ubisoft. Du coup, ça me fait me demander au niveau international, sur les autres continents, ça se passe comment en fait ? Enfin, dans vos communautés, il y a quoi comme population et est-ce que c'est différent ailleurs qu'en Europe Au Québec, ils sont un petit peu plus ouverts d'esprit. Moi, j'ai l'impression que c'est partout pareil. Mais ça reste systémique. Comme je disais, j'ai travaillé en Islande, j'ai travaillé en Finlande. Je voyais exactement les mêmes surtout au niveau des joueuses, en fait, plutôt que des industries. Est-ce qu'on remarque quand même une montée de plus de sensibilité, personnes qui en ont marre, en fait, Ah oui. Par exemple, c'est qu'aux États-Unis, j'ai lu ça la dernière fois, je l'ai intégré dans ma presse d'hier d'ailleurs. On sait que c'est les joueurs d'origine afro-descendants ou latinos qui jouent plus aux jeux vidéo et qui sont les moins représentés dans les jeux vidéo. Ou alors quand ils sont représentés, stéréotypés ou clichés dans les jeux, quoi.
Oui, à l'international, pour moi, c'est partout un peu pareil. De toute façon, on sait que souvent, les États-Unis sont un peu en avance vis-à-vis de nous sur ces sujets-là. Les résistances, elles existent aux États-Unis, beaucoup en France. Je pense que justement, on commence à porter vraiment nos voix à ce niveau-là en France. Dans les autres pays, j'ai l'impression que les autres pays sont pas à ce niveau-là du moins. Et moi, j'accorde aussi une importance particulière en fait au développement du jeu vidéo pour le coup en Afrique, parce que je suis franco-béninoise et que j'ai aussi envie. En fait, il y a une expérience qui m'a remarquée, c'est quand je suis allée en Afrique du Sud il y a quelques années, justement visiter aussi des initiatives de jeux vidéo qui existaient là-bas, et j'ai remarqué que les développeurs sur place, en tout cas dans l'école où je me suis rendue, qui étaient noirs pour beaucoup, utilisaient des assets de jeux vidéo avec des personnages qui sont eux blancs. Et je me disais, tiens donc. Et je posais la question, comment ça se fait? Comment est-ce que, je sais pas, c'était là, donc on a utilisé ça comme ça. Donc ils ne sont pas forcément aussi sensibilisés en fait à ces sujets-là. Et moi, un de mes créneaux aussi, c'est vraiment d'expliquer que il est important aussi pour les Africains de raconter leur propre histoire à travers leurs propres médias en fait et leur propre vécu. Et je pense que c'est trop important quand tu vois des Resident Evil 5 où il faut tuer des zombies, un village de zombies et de personnes noires. Quand tu vois les héroïnes de jeux vidéo noires qui sont toujours pas juste sexualisées mais fétichisées quelque part comme traitées comme des animaux en fait. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. Et le travail pour moi il est à faire un petit peu partout en fait. Et c'est un peu une question bonus comme ça, je me demandais au niveau d'astuces et de conseils pour les joueuses, de où traîner, sur quelle plateforme, où se sentir le mieux, ou est-ce que ça dépend vraiment juste des utilisateuristes que tu rencontres et des communautés que tu te fais toi-même? Je crois qu'il y a quelques jeux, il me semble que Dead by Daylight c'est plutôt ouvert. Il y a une grosse communauté LGBT qui joue à Dead by Daylight. Ah ouais, je crois que Valorant aussi c'est assez reconnu Valorant, pour avoir c'est plus assez de joueuses. inclusif. Moi je joue très peu, je joue un peu à Dead by Daylight, mais moi je joue à des jeux en ligne mais en solo. Donc Pareil. c'est bizarre, mais donc j'ai pas pu capter s'il y avait de l'homophobie, des choses comme ça. Mais je sais qu'en tout cas, il y a pas mal d'éléments mis en avant, notamment LGBT, des petits trucs que tu peux porter, tout ça, et que j'ai capté qu'il y avait une grosse communauté. Sur les communautés, je pense que justement, en tant que joueur et joueuse, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'aller vers les communautés qui existent dans ces zones-là. Évidemment, il existe Afro Gameuse qui est ouvert à tous et à toutes, je le rappelle toujours. Mais au-delà de ça, il y a plein de communautés en ligne qui justement se revendiquent d'exister parce que ce sont des joueurs et des joueuses. Par exemple, les personnes handicapées sont des personnes qui jouent, ou neurodivergentes d'ailleurs, sont des personnes qui jouent énormément aux jeux vidéo, d'où l'importance de créer des jeux accessibilité, etc. Il existe des associations comme Cap Game, comme Handy Gamer, où on peut se tourner aussi en fait pour trouver des personnes qui peut-être ont les mêmes problématiques que nous, qui cherchent des choses comme nous. Vous pouvez aussi vous promener sur... moi, je conseille beaucoup d'aller sur itch.io. Là, c'est plus vraiment des petits jeux indépendants, peut-être créés par 3 ou 4 personnes. C'est tellement riche en fait comme plateforme pour découvrir des petits jeux de tous horizons. Il y a vraiment de tout et c'est ça qui est incroyable. Sinon, sur des grosses plateformes comme Steam, vous pouvez aller dans ce qu'on appelle, ce sont des pages de curation qui existent. Par exemple, Women Games a une page de curation avec un jeu qui propose des listes avec des jeux avec des héroïnes. Comme ça, vous pouvez aller trouver ça aussi. C'est des choses qui existent. Sur le site de Afro Gameuse, on a une page de ressources qui justement donne des informations et de la documentation sur les sujets de représentativité, d'inclusion, surtout sur la diversité ethnique pour le coup dans le milieu du jeu vidéo. Et là, on est en train de créer une page Steam aussi, donc parce qu'on nous a beaucoup fait cette demande d'avoir des jeux sur les réseaux sociaux. On donne beaucoup d'exemples de jeux avec des héroïnes, avec de la diversité de manière générale. Donc quand on cherche un peu, on peut trouver ces infos-là en ligne. Ouais. L'association Next Gamer aussi, je viens d'y penser. Next Gamer, bien sûr. Qui est l'association LGBTQ+, en France. Ouais. Où pareil, il y a des groupes Discord et du coup, vous pouvez trouver d'autres personnes pour jouer à des jeux entre personnes LGBTQ+. Donc forcément des personnes qui vont être bienveillantes. Parce que c'est vrai que moi, ça m'est arrivé quelquefois de jouer en ligne. Et souvent, les gens te posent des questions. Ah, mais t'as une meuf, machin. Puis tu dis non. Et puis en fait, ça peut être vite gênant.
Alors, moi, ils n'ont pas été homophobes, ils ont commencé à poser des questions hyper personnelles, où je n'étais pas là pour parler de ça. Mais donc, ouais, il existe, grâce à ces associations, vous pouvez trouver des personnes bienveillantes. Merci. Je dirais juste vraiment que justement, par rapport à ces cyber-titres, contre les cyberviolences LGBTQI+, notamment, je pense que l'un des premiers remparts, c'est vraiment les cybercommunautés. Pour le coup, pour s'entraider, pour s'organiser, pour se soutenir, parce qu'on a besoin, en fait, on est beaucoup à se sentir seul dans nos vécus, et surtout contre les cyberviolences. Il faut se dire que vraiment des communautés existent un petit peu pour tout. N'hésitez pas à venir nous voir aussi, si besoin, à rentrer en contact avec nous, si on peut donner quelques noms, quelques idées, quelques astuces pour vous aider. On est aussi là pour ça, donc il ne faut pas hésiter. Trop bien, merci. Et donc il y a quand même une demande de différentes communautés à trouver des lieux pour se rencontrer et pour être ensemble. Est-ce que, Mika, du coup, au niveau des étudiants textes qui veulent créer des jeux vidéo, il y a aussi une envie d'être plus inclusive, d'avoir plus de diversité, ou est-ce que tu dois un peu les forcer à voir qu'il y a besoin? Alors non, s'il y a effectivement un petit espoir, c'est que je me rends compte que les étudiants et les étudiantes, pas beaucoup des étudiantes, sont quand même hyper ouverts d'esprit et ouvertes d'esprit sur ces sujets-là. Ils sont plutôt... parce que du coup, je leur donne des cours, moi, effectivement, de diversité et d'inclusion, comment traiter chaque sujet. C'est la présentation qu'on a vue hier. Voilà, juste pour qu'ils sachent, si tu veux traiter de ce sujet-là, voilà les ressources qui existent et comment tu peux le faire de manière intelligente. Le problème, c'est qu'effectivement, sur les dernières années, il n'y a plus de filles, quoi. Là, j'ai 3 années, par exemple, à Brassard. Donc, j'ai 2 filles sur la première année. En deuxième année, il n'y en a plus qu'une. Et dernière année, il n'y en a plus du tout. Ah ouais. Ouais, il y a une espèce d'écrémage à chaque fois. Soit elles tiennent pas parce que souvent c'est un petit peu toxique, soit elles perdent la vocation. Et c'est hyper important ce que tu disais tout à l'heure quand on parlait de rôle modèle, et au-delà des messages qu'on offre avec Jennifer, c'est aussi de montrer que oui, il y a une femme noire qui a bossé dans le jeu vidéo chez Ubisoft. Oui, il y a un homme gay neuroatypique aussi qui a travaillé chez Ubisoft pour créer de la vocation. Et il y a ce concept que j'avais développé du cercle vertueux de la diversité, parce qu'en fait, il y a plein de studios qui vont dire mais nous, on aimerait avoir des filles. Mais en fait, on a 99% de CV de mecs et une fille. On va pas prendre une fille juste pour prendre une fille s'il y a des hommes qui sont beaucoup plus compétents sur le CV ou qui ont plus d'expérience ou quoi. Ce qui est tout à fait compréhensif. Mais du coup, le problème, c'est qu'il faut créer la vocation. Et la vocation, elle se fera par le produit. Plus on aura des représentations et des rôles modèles au sein des jeux et de la production, plus les personnes qui vont y jouer vont créer une vocation en disant moi j'aimerais être comme cette héroïne, ou j'aimerais trop bosser dans le jeu vidéo parce qu'il propose une représentation qui me colle. Donc je vais faire des études de jeux vidéo, je vais rentrer dans l'industrie, je vais apporter ma sensibilité sur le produit, et ainsi de suite. Et c'est ça le cercle vertueux de la diversité. C'est pour ça qu'il faut impérativement agir sur le produit. Les politiques D&I des studios de jeux vidéo, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. S'il n'y a pas assez de candidats, de candidates pour intégrer, elles ne vont pas les inventer. Donc il faut vraiment passer par créer de la vocation et dire oui, regarde, tu peux avec tes singularités venir travailler dans l'industrie du jeu vidéo, parce que c'est quand même une industrie qui est extrêmement passionnante, parce qu'on n'arrête pas de taper dessus depuis tout à l'heure, mais moi c'est ma vie, hein, le jeu vidéo c'est ma passion. On rencontre des personnes exceptionnelles aussi. C'est la croisée de tous les métiers. C'est vraiment c'est génial. Vous bossez avec des scénaristes, avec des musiciens, avec des personnes incroyables. Et il y a beaucoup de personnes aussi bienveillantes. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à noircir le tableau, parce qu'on est là pour parler souvent des problématiques, mais il y a plein de belles choses aussi. Mais voilà, il y a plein de choses encore à améliorer. Et on en parlait aussi notamment sur l'accessibilité, puisque moi c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Comme on le disait, c'est souvent les personnes qui vont être marginalisées et isolées qui vont se réfugier dans le jeu vidéo. Donc si on propose des systèmes de jeu qui soient clivants ou qui ne répondent pas, je veux dire, la première question qu'on vous pose depuis des années quand vous créez un personnage dans un jeu vidéo, c'est êtes-vous un homme ou une femme ? Et cette question, des fois, elle n'a même pas lieu d'être. Il n'y a aucun impact sur le gameplay, aucun impact sur la narration, mais c'est un truc, un copier-coller que font les développeurs depuis toujours, sans se poser la question, sans se dire est-ce qu'on ne changerait pas le paradigme, est-ce que ça a un intérêt, alors qu'en fait, des fois, il suffit de pas le dire. Et de plus en plus, partout, alors ils font pas exprès, hein, de plus en plus, hein, mais souvent, ça va être body type A, body type B, ou
Et voilà, juste le fait de rien dire, le joueur, la joueuse pourra se raconter ce qu'il a envie par rapport à son personnage. S'il prend un personnage et il se dit moi je suis une femme transgenre, il peut, on lui a pas dit. Par contre, si dès le début tu dis tu choisis c'est un homme ou une femme, pas le choix, et on crée un système clivant, et c'est justement un petit peu faire pousser cette réflexion dans les esprits de ce que j'essaie de faire moi des étudiants, des étudiantes, essayant de tordre un petit peu toutes ces idées reçues et tout ce qui fait partie de l'inconscient collectif pour dire est-ce que ça a encore un intérêt quoi. Et au niveau de la création de jeux vidéo et de l'accessibilité au niveau privilèges et financement, est-ce qu'il y a des formations hors école, en ligne, ou des choses qui permettent un peu de se familiariser avec ça et puis de pouvoir créer ses propres représentations sans avoir à avoir de l'argent ou beaucoup d'argent? Alors c'est très drôle parce que justement j'ai eu la révélation, et c'est quelqu'un qui me l'a dit, pourquoi tu ne proposes pas tes formations en ligne? Parce qu'en fait je me suis rendu compte que là les écoles c'est bien, mais l'été les écoles ferment, donc là pendant 3 mois moi c'est la traversée du désert. Et c'est effectivement, il m'a dit mais pourquoi tes contenus de cours tu proposes pas en cours en ligne, et donc je vais le faire, donc des cours effectivement de design, de game design inclusif, de game design, de psychologie, je sais pas combien de sujets en plus, donc voilà, donc c'est intéressant que tu poses cette question parce qu'effectivement je vais m'y mettre, et en plus je vais proposer des cours qui n'existent pas, parce que c'est ce que m'a dit, aujourd'hui tu es un peu un ovni dans cette industrie, je suis sur des approches innovantes du game design. Donc voilà, il m'a dit tu vas faire de l'argent en dormant, parce qu'après tu mets tes vidéos non mais c'est vrai, tu mets tes vidéos, elles sont en ligne, et après les gens les achètent et tu n'as même plus besoin de te déplacer en plus, donc faut que je m'en occupe rapidement parce que l'été est déjà là. J'ai déjà plus de cours là, donc il va falloir que je me dépêche. Mais oui, effectivement, et c'est intéressant parce que c'est ce qu'il m'expliquait, il m'a dit mais il y a beaucoup de personnes qui veulent faire du jeu vidéo, qui n'ont pas le moyen de se payer des écoles et qui vont acheter des petites formations comme ça qui vont les aider, donc en plus effectivement ça permettra de proposer quelque chose d'assez accessible. Je pense surtout si tu n'es pas forcément privilégié et que tu es neuro. Moi je sais que la plupart des choses que j'ai apprises, je les ai apprises en autodidacte parce que j'aime pas suivre des cours et puis qu'on me dise où aller puis quoi faire et tout, donc voilà, de pouvoir avoir quelque chose d'accessible et le game design c'est pas non plus ils font un truc, ils font un bac plus 5 et tout, mais on va arrêter quoi. C'est pas non plus le métier le plus compliqué du monde, et ça demande beaucoup, on en parlait hier encore, de soft skills en fait. C'est de la logique, de l'empathie, ce qu'on oublie de dire, c'est se mettre à la place des joueurs, des joueuses, de la bienveillance aussi pour tout ce qui est diversité et inclusion, avoir une culture du jeu vidéo, mais je veux dire c'est pas hyper compliqué non plus de faire un jeu vidéo en tant que game designer, surtout toutes les références qui existent aujourd'hui. Donc il y a un peu ce truc d'élitisme intellectuel un peu faux, et qui est aussi le poison de l'industrie, notamment sur l'accessibilité, où la problématique de l'accessibilité aujourd'hui, par exemple, c'est qu'on est encore sur toujours les mêmes, ces hommes hétéro blancs cisgenres valides, qui sont encore en mode le jeu vidéo ça doit être difficile, concours de quéquette, mais c'est ça. Moi je me suis retrouvé à devoir débattre avec un game director sur Alan Wake 2, donc, qui est sorti en 2024, c'est le dernier jeu sur lequel j'ai travaillé chez Remedy, en Finlande, pays scandinave, machin, jeune en plus, une 30aine d'années, le game director, où je voulais proposer des options d'accessibilité qu'ils avaient proposées dans le jeu précédent, donc qui était Control, qui avait super bien marché parce qu'ils avaient des retours de user research qui montraient que 33% des joueurs et des joueuses avaient utilisé des options d'accessibilité, qui étaient des options effectivement de être invincible, donc pas pouvoir mourir, tuer des ennemis en une balle, avoir des trucs un petit peu infinis et tout. Et donc je voulais proposer ça pour Alan Wake 2, et là le game director m'a dit ah non mais là c'est plus des options d'accessibilité, c'est de la triche. Et là je lui ai dit tu dirais à un mec en jeu en ligne non, je crois pas, non. Je lui disais, oui, en plus, c'est un jeu solo. Je lui dis, mais tu dirais à un homme en fauteuil roulant qu'il triche parce qu'il va plus vite que toi avec son fauteuil? Je suis en train de te parler d'alternatives pour des personnes en situation de handicap. C'est intéressant, c'est ce que Jennifer, tu disais avant, en fait, tu peux utiliser. Oui, et en plus de ça, quelqu'un qui aime le challenge, un joueur, et ça fait écho en plus à tout mon travail sur les profils psychologiques des joueurs, un joueur qui est stimulé par le challenge et la difficulté, ne va pas aller toucher aux options d'accessibilité. Pour ceux, entre guillemets, oui, bien sûr, ça facilite le jeu si tu es invincible et tout ça. Mais, et j'ai envie de te dire, mais si la personne se facilite le jeu, mais grand bien lui fasse. Qu'est-ce que ça peut te faire? Il a acheté ton jeu, il kiffe ton jeu, s'il veut le faire en étant invincible du A à Z. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que justement, moi, j'avais joué à Control, donc leur jeu précédent, parce que je me dis, bon, je travaille chez Remedy, je vais essayer de jouer à leur dernier jeu. Et comme j'avais très peu de temps pour faire le jeu, j'ai activé pour la première fois ces options d'accessibilité. Déjà, je suis allé voir, mais il y a trop bien, et ça, je dis, moi, je m'en fous, je veux vite le finir. Donc, je suis invincible, je tue en une balle, je m'en fous.
j'ai adoré le jeu. J'ai adoré le jeu parce que le personnage est intéressant, parce que l'univers est intéressant, la patte graphique est intéressante, le gameplay est intéressant. Et je me dis, oui, moi en tant que joueur, le challenge, c'est pas forcément ce qui va m'animer. Enfin, quoi, ça dépend parce que j'aime Elden Ring aussi. Mais en tout cas, dans ce contexte-là, les options d'accessibilité m'ont permis d'apprécier le jeu dans un contexte où je vais le finir rapidement. Et on est encore sur un chemin de pensée hyper élitiste. Ça doit être difficile, on est des mecs, c'est dur, c'est moi le plus fort. Oui, parce qu'il y a c'est pas du front. Hein. Beaucoup de gamers qui font un espèce de gatekeeping en fait sur ce que c'est que le jeu vidéo et le fait d'être un gamer. Un gamer, déjà c'est forcément un mec, bien sûr, c'est forcément un mec blanc et compagnie, hétéro bien entendu, qui veut jouer avec des jeux où les personnages ce seront des meufs aux gros seins, aux grosses fesses, qui vont se mouvoir comme ça lorsqu'elles marchent dans le jeu. Stellar Blade, qui est sorti juste l'année dernière, c'est exactement ça. Hein. Clairement, on est dans ce genre de situation-là, et en fait, c'est des gens qui, à la base, ont été marginalisés par le passé parce que les gens les trouvaient associables, tu vois, parce que les gamers à la base, ils restaient à la maison, ou je sais pas, c'était des espèces de nerds en fait qui avaient fini par rester en communauté parce qu'ils se sentaient marginalisés, ce qui est compréhensible, sauf que le jeu vidéo forcément devient de plus en plus populaire et obtient de nouvelles formes aussi de visibilité. Aujourd'hui, jouer aux jeux vidéo, c'est presque vu comme étant être quelqu'un un peu de cool parce que dans la pop culture, c'est valorisé aujourd'hui. C'est dans The Big Bang Theory, quand tu as des personnages qui sont des nerds qui jouent aux jeux vidéo, tu trouves ça cool, tu as limite envie d'aller jouer avec eux. Donc ça a évolué et eux, ils font un espèce de gatekeeping qui te fait croire que si tu joues à Candy Crush, en fait, t'es pas un gamer. Alors que c'est un jeu vidéo, comme tu le disais très bien tout à l'heure. Et juste par rapport à ce que tu disais sur l'accessibilité, je veux dire, on est beaucoup en fait à utiliser aussi des options accessibles alors qu'on n'est pas forcément au courant. Qui regarde aujourd'hui Netflix ou des vidéos sur ses réseaux sociaux? Est-ce que vous activez les sous-titres quand vous regardez? Toujours. En fait, ça, c'est devenu la base, quoi. Et on se rend compte avec le temps, si on nous proposait plus d'options d'accessibilité, en fait, on se rendrait compte certainement on les utiliserait. Il y a des moments où on n'a pas forcément besoin, en fait, des sous-titres, mais ça apporte un confort, en fait, qui nous fait peut-être moins réfléchir, ça facilite la compréhension de ce qu'on regarde. C'est ça, l'accessibilité aussi pour d'autres personnes. Donc c'est tout le temps un travail à faire pour convaincre que non, c'est nécessaire. Il faut tout le temps pousser. Et c'est vrai que c'est épuisant, mais en même temps c'est tellement important. Et quand tu as si peu de gens qui font ce travail-là derrière, limite tu te sens responsable. Tu te dis, ouais, on va faire quelque chose. Parce que sinon, on ne sait pas qui va le faire, quoi. Oui, l'accessibilité, elle est contextuelle aussi. C'est ce que j'explique à mes étudiants. L'accessibilité aujourd'hui, c'est au-delà du handicap, c'est proposer un confort de jeu pour tout un chacun. C'est au-delà du handicap. N'importe qui peut avoir un accident, je sais pas, de ski, avoir le bras dans le plâtre pendant un mois, devoir jouer avec une main. Vous pouvez jouer avec le bébé qui dort à côté, vous n'avez pas de casque, vous allez couper le son, vous allez jouer avec tout l'audio description et les sous-titres. On vieillit toutes et tous et notre passion du jeu vidéo va pas forcément baisser, donc nos temps de réaction baissent, notre vue baisse. Il y a aussi de l'accessibilité sociale, tout le monde n'a pas une télé énorme où tu peux lire les sous-titres. Des fois, tu es étudiant, tu as la télé un peu loin du canapé, tes sous-titres sont trop petits. Donc vraiment l'accessibilité, il faut retenir, on se concentre sur le handicap, mais c'est aussi juste offrir un confort de jeu à tout un chacun. Et sur les populations de l'industrie du jeu vidéo, ça c'est très intéressant sur pourquoi il y a eu autant d'affaires de harcèlement sexuel, de toxicité dans le jeu vidéo, parce que comme elle le disait Jennifer, donc moi je sors un petit peu des cases du stéréotype du gamer, enfin du geek professionnel de jeu vidéo, mais je suis un peu une exception. C'est vrai que je déteste les clichés, les stéréotypes, mais on est sur 80% de mecs un peu geeks qui se sont fait bully à l'école, qui n'avaient pas de succès avec les filles, qui étaient un peu introvertis, tout ça, et qui vont du coup se retrouver à des postes de pouvoir et qui vont pouvoir du coup exercer leur pouvoir sur les filles. Et on se retrouve avec des mecs qui vont te débrancher, qui vont trifouiller les prises de l'ordinateur parce que la fille en face elle est en jupe, la petite fille de la communication qui est en CDD qui dira rien parce qu'elle est en CDD, qu'elle est contente de bosser chez Ubisoft et qu'elle veut garder sa place, des fait l'homme droit contre le mur à des filles qui sont en jupe, et des agressions sexuelles lors des soirées annuelles de fin d'année d'Ubisoft, là où se sont déroulées, je ne sais pas si vous savez l'actualité, mais là il y a le procès qui a été reporté, mais de 5 dirigeants d'Ubisoft qui sont accusés de harcèlement et d'agression sexuelle, mais plus
tout ce qui est mis sous le tapis par les directions RH qui protègent. Il y a un système de starification qui est très très grave dans l'industrie du jeu vidéo. Les mecs ont sorti des jeux à succès, des Michel Ancel, des trucs comme ça, il y a quelques années, sont un petit peu starifiés, ces espèces de divas du jeu vidéo qui ont les pleins pouvoirs. Et quand une personne se plaint de ça, elle est généralement éjectée du projet. Donc le bourreau est protégé et la victime est éjectée du projet. Et comme on est dans un métier de passion premièrement, mais qui est difficilement accessible, mais quand vous venez de rentrer chez Ubisoft, qui est le fleuron du jeu vidéo français et 4e éditeur mondial, je crois, ou peut-être que ça a baissé un petit peu maintenant, mais en fait, vous vous taisez. Moi, quand j'étais en CDD, parce que j'ai toujours eu ce caractère un peu disruptif, un peu rebelle et tout ça, on m'a dit, si tu veux ton CDI, fais profil bas. Tu t'attaques à des dinosaures de l'industrie, tu mets un coup de pied dans la fourmilière parce que tu as des idées innovantes et tout qui sont hyper intéressantes et tout ça, mais là, tu es en train de mettre le doigt... des fois sur l'incompétence ou sur le fait que ces mecs-là deviennent un petit peu obsolètes, mais eux, ça fait 25 ans qu'ils sont là, ils ont sorti, je sais pas, combien de lapins crétins et de je sais pas quoi, et de Rayman, machin, et toi, en fait, t'es en CDD. Ouais. Donc, tais-toi. C'est fort, donc, forcément, ça nourrit ma rage. Donc, après, oui, je me suis TU, j'ai eu mon CDI, puis après, je commençais à râler, machin. Et en fait, on se sent investi d'une mission quand on prend conscience de je fais pas juste du jeu vidéo, je touche des milliards de personnes et je peux aider les gens, ça devient une espèce de vocation et en fait on supporte plus qu'on nous mette des freins et qu'on essaie de nous faire taire quoi. Et on en arrive au burn-out et à la dépression et on est beaucoup, c'est pas rigolo du tout, comme je disais tout à l'heure, mais la plupart des activistes diversité et inclusion du jeu vidéo sont passés par la case burn-out, dépression ou grosse déception. Je pense à Marilou ou à toutes les personnes. Et aussi il y a des personnes LGBTQ+, ou racisées, mais qui ne veulent pas se mouiller et qui ne vont pas te suivre ou qui vont se taire et tout, parce que c'est aussi, il faut avoir le caractère et la personnalité derrière. Il y en a qui s'en fichent, qui sont là, qui prennent leur salaire et puis qui sont contents de bosser chez Ubisoft et qui ne se sentent pas investis d'une mission. Et peut-être tant mieux pour eux ou pour elles. C'est super de rappeler ça parce que tu vois, sur le côté conseil, justement accompagnement auprès des studios, il y a ce vrai enjeu de tu discutes avec eux parfois, ils vont te dire nous on n'a pas de soucis, nous regardez, on a 2 femmes déjà, d'accord, et nos équipes sont sensibilisées en fait à ces sujets-là. Tu dis ok, mais c'est pas parce que tu as 2 femmes et un mec métis en fait que ça veut dire que déjà ce sont des personnes qui sont sensibilisées. Elles peuvent très bien déjà être sensibilisées et ne pourtant pas avoir l'expertise en fait pour t'accompagner sur ces sujets-là. Et d'où l'importance en fait d'avoir des personnes externes et reconnaître. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est encore une fois créer un métier. Il n'existe pas de formation pour faire travailler sur les représentativités dans un jeu. Ça n'existe pas. Tu peux peut-être avoir un cursus en histoire, un cursus en sociologie, plein de choses à la fois qui arrivent en jeu. Et je terminerai là-dessus, mais ce qui est intéressant aussi, je te disais tout à l'heure, qu'on arrive à susciter aussi des vocations auprès des gens pour que ces personnes-là peut-être aillent aussi faire ces métiers-là que nous on est en train de créer. Donc quelque part on s'investit aussi d'un rôle pour structurer ce truc. Par exemple, la diversité et l'inclusion de manière générale se structure de plus en plus en France, pas forcément dans le jeu vidéo, mais en tout cas de manière générale. Il existe des collectifs dans lesquels tu peux rentrer, discuter, voir un peu les meilleures pratiques, mais il y a un vrai enjeu sur tu veux faire du conseil auprès des entreprises, combien est-ce qu'il faut tarifer le truc? T'as pas d'autres personnes à qui poser la question. Comment est-ce que tu fais pour te former toi-même sur ces sujets-là? Tu lis beaucoup, tu te renseignes, tu vas regarder des vidéos, tu vas dans les événements, tu joues aussi beaucoup, tu en parles avec les gens. Et c'est tout ça, et aussi tu as ta propre expérience qui est même la base en fait. Si tu veux pouvoir te lancer en tant que par exemple sensitivity reader, tu vois, sur des sujets spécifiques, c'est tellement important d'avoir vécu ces choses-là pour faire du sensitivity reading. Sinon tu ne peux juste pas conseiller les personnes pour en parler. Tu as beau t'informer, lire tout ce que tu veux là-dessus, s'il te manque l'expérience, ça va être très très compliqué en fait de se créer cette légitimité-là, et toi-même tu vas pas te sentir légitime, quoique ça n'empêche pas certains mecs blancs cis d'aller sur ces sujets-là. Mais voilà, moi j'essaie aussi vraiment de dire aux gens en fait on a besoin de ça, on a besoin d'être plusieurs à faire ça, donc renseignez-vous, faites ce qu'il faut et puis entraidons-nous en fait, tu vois, pour avoir l'impact qu'on peut avoir.
Ouais, je pense que on en avait parlé la dernière fois quand on s'est vu en ligne avec Afrogameuse, mais aussi de pouvoir en fait, comme tu dis, se rencontrer, parler entre nous, échanger sur nos expériences aussi, apprendre à analyser, apprendre à savoir, voilà, toi tu as tel background, et puis en fait on peut en parler. Et non, c'est hyper important. Ça fait juste chier parce que c'est la même chose partout en fait. Puis moi je vois, milieu culturel, pas du jeu vidéo, mais en fait c'est exactement les mêmes enjeux absolument partout. Et je pensais à la question à nouveau des personnages invincibles et puis de pouvoir jouer avec cette accessibilité-là. Et en fait c'est ce forcing du patriarcat de devoir être dur, de devoir être... tout compliqué. C'est ça, tout compliqué. Puis alors qu'en fait non, je pense à moi inclus, mais des amis qui sont en dépression, qui sont anxieuses et qu'en fait ils ne veulent pas passer 5 heures à faire le même niveau en boucle et puis à être tués et puis à pas pouvoir avancer, puis ils veulent juste avoir le plaisir de jouer au jeu en fait. Non mais tu vois, Elden Ring c'est pas pour moi. Moi je suis pas là pour souffrir. Je suis un fan d'Elden Ring, c'est un très mauvais exemple, mais moi j'ai commencé, j'ai arrêté en fait parce que ça me déprime. C'est le plus accessible de tous. Qui a le temps en fait. Excusez-moi. Qui a le temps. Moi j'avais le temps, j'étais en Islande. Bah voilà. Ça fait. Non, moi, tu vois, je ne touche pas à Elden Ring parce que je sais qu'il y a tous ces challenges. Moi, je suis quelqu'un de chill et j'ai besoin de chill. Je souffre suffisamment dans la vraie vie pour aller aussi me compliquer la vie en ligne. Tu vois, c'est ça mon problème. Peut-être pour une dernière question sur l'industrie, on en a parlé un tout petit peu. Est-ce qu'il y a quand même des studios qui vous contactent pour faire pour donner des conseils, pour aider à l'analyse? Et est-ce que en fait, j'imagine que oui, ça impacte énormément les finances, le marketing, et puis on parlait de pinkwashing un peu. J'imagine aussi que certaines boîtes ont peur de faire plus de représentation parce que se prendre des haters sur le dos ou bien devoir continuer à viser le public mec cis blanc hétéro pour se faire de la thune, alors qu'en fait une fois comme tu disais c'est pas forcément la majorité de la population qui joue. Qu'est-ce qu'il en est de leur position en fait et de leur intérêt pour votre job et demande? Elle est où la demande? Moi, j'ai été dans une situation assez compliquée et finalement assez qui était avantageuse pour les studios, dans le sens où j'ai une association. Et en fait, les studios nous contactaient Afrogameuse pour faire du conseil en tant qu'association. Sauf que en fait, il nous faut des ressources pour faire ça. Les gens ont leur propre boulot. On est 100% bénévoles chez Afrogameuse. Donc en fait, il faut reconnaître que c'est une expertise à part entière et qu'en tant qu'association, on ne pouvait pas, et de toute façon, je ne voulais pas que nous allions dans cette direction-là. Nous, maintenant, aujourd'hui, la mission d'Afrogameuse, c'est vraiment de sensibiliser, de faire des événements pour amplifier, bien sûr, les voix, mais aussi rassembler, créer des communautés et créer des opportunités. Voilà, c'est vraiment l'objectif d'Afrogameuse. Maintenant, moi, j'ai décidé de monter une structure. Donc, avec mon associé, on est en train de monter notre boîte qui s'appelle Narratify. Et l'objectif, donc, c'est justement d'aider les entreprises du jeu vidéo, mais pas que, parce que ça peut très bien être dans de l'animation, ça peut être dans le cinéma, parce que ce sont des problématiques de représentation qui ont lieu partout finalement. Ce n'est pas que lié aux jeux vidéo. Par exemple, juste l'année dernière en France, on a vu l'histoire de la superbe BD Spirou qui a révélé des personnages, tous les personnages noirs dans les BD Spirou sont dessinés comme des singes. Voilà, c'est normal, tout va bien. Tandis que les autres personnages non noirs, typiquement, sont dessinés normalement. Les femmes, elles, sont dessinées avec des énormes seins, des proportions absolument exagérées. Et on peut se dire, oui, mais c'est la DA de la BD depuis 80 ans que ça existe, mais c'est juste pas possible qu'on laisse des choses comme ça sortir. Donc en fait, l'idée, c'est de sensibiliser, d'informer, d'attirer les studios à travers ces prismes-là, leur montrer que en fait, ils ont tout intérêt justement à travailler sur ces problématiques avant la sortie de leur jeu, même en pré-production, au moment de la conception en fait du projet même. Il y a une réception et la raison pour laquelle j'ai voulu monter cette structure-là, c'est pour sortir de la qualité de bénévolat en fait. Parce que quand ils font appel à Afrogameuse, ils savent très bien que ça ne va pas leur coûter la même chose que s'ils le font avec une boîte de conseils derrière.
En fait, c'est pour dire respectez-moi, en fait. Respectez le travail qu'on fait et payez les gens correctement pour le travail qu'ils font, parce que s'ils bossent avec des freelances et compagnie, ils ne les paieraient pas du tout comme une association. Donc oui, moi par exemple, j'ai travaillé avec des studios. Typiquement, là, il y en a un qui vient enfin d'annoncer son projet qui va bientôt sortir. C'est un projet chez Dotemu, qui est un studio français qui a notamment travaillé sur Ninja Turtles, les Tortues Ninja, les derniers jeux. Et là, ils sortent un tout nouveau projet qui a été annoncé. Juste avant, j'avais travaillé sur un projet dans un univers fantaisiste avec des dragons et compagnie, mais avec une grande domination, une relation en fait de personnages mis en esclavage vis-à-vis d'autres. Donc ça peut être très très sensible en fait ce type de sujet-là. Et quand on fait ce travail-là de conseil, c'est pas juste pour dire ouais mais là en fait c'est raciste, ou là bah, c'est misogyne, ou là c'est homophobe. C'est pas juste ça. C'est un travail contextuel. Donc il suffit pas de nous donner des images de personnages et nous dire, pour qu'on puisse dire ouais là c'est bon, là c'est pas bon. C'est contextuel. Il nous faut toute la trame pour comprendre en fait les enjeux derrière. Et vraiment aussi, je sais pas pour toi, je pense que toi aussi, mais c'est important, je pense, d'avoir une approche bienveillante et pédagogue envers les gens, sans les juger, parce que ça je l'ai beaucoup remarqué. Il y a beaucoup de gens qui ont envie en fait d'apprendre, beaucoup de gens qui ont envie de faire mieux, mais ne savent pas comment s'y prendre, ne savent pas où aller, ne connaissent pas des personnes qui font ce travail-là. Donc pour moi, c'est important aussi d'être dans une espèce d'entraide. Pour moi, c'est de l'entraide ce que je fais, de l'entraide en se faisant payer. Pour que demander de mieux en fait, oui. Ce serait incroyable. Donc oui, il y a des personnes et des studios qui ont envie de faire ce travail-là, mais j'ai eu tellement de fois où en fait on me contacte, on me dit on a besoin de ça, on commence un truc et au final ils y vont pas en fait. Ou alors je fais le travail et en fait au final ils ne prennent pas en compte mes recommandations et tu te dis c'est dommage quoi. Ouais. Est-ce qu'avant qu'on passe aux questions, ce qu'on va faire tout bientôt, on finit à 21h, c'est juste, non? Ok. Moi j'ai un timing en tout cas. Est-ce que Mika, tu veux ajouter quelque chose? Moi j'ai travaillé pour et moi ils étaient déjà conquis puisqu'ils faisaient un jeu sur le TDAH, donc ils m'ont pris en consultant à la fois pour le game design, pour un peu de la diversité et inclusion, pour l'accessibilité et pour le sujet TDAH parce que je suis TDAH. Donc ça s'est super bien passé parce que forcément ils étaient hyper ouverts à mes retours. Bon, finalement ils vont pas faire le jeu, mais c'est pas de ma faute. Et après j'ai eu une autre expérience, ça a été au début ils m'ont contacté, machin, j'ai proposé les prix, puis plus de news. Ouais. J'ai relancé puis plus de news. Donc moi j'ai un peu moins d'opportunités. Heureusement que j'ai les cours, mais ouais j'ai beaucoup moins d'opportunités que toi. Et ouais je sais pas si vraiment ça peut marcher aujourd'hui. Puis payer à la hauteur du travail aussi. Parce oui, ça c'est hyper important. Que c'est du travail et que ça se rémunère, quand même, tu rémunères une expertise aussi. Bien sûr. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu sur encore une fois, structurer en fait le truc. Ouais. On était ensemble parce qu'on n'est pas tout seul, c'est pas juste Mika et moi, il y a plein d'autres gens. Il faudrait qu'on se regroupe en fait. Ouais, c'est ça. Sur le sensitivity reading, il y a des tonnes de personnes qui ont envie de faire ça, tu vois. Chacun a des spécialités. Et je pense que ça, c'est une vraie valeur ajoutée qu'on peut aussi apporter sur le marché. Aux États-Unis, ils sont bien plus ouverts d'esprit là-dessus que nous. En France, on peut être encore un peu rigide. Alors que dans l'édition, on fait de plus en plus de sensitivity reading, par exemple. Et moi, l'avantage que j'ai aussi, à la différence de certains ou certaines consultantes où c'est mal perçu, c'est que moi, je suis game designer. Donc, je sais faire des jeux vidéo, ils savent je sais de quoi je parle. Ils vont beaucoup avoir des fois de recul par rapport à quelqu'un qui va venir leur donner des conseils sur comment faire leurs jeux vidéo, qui pour eux sont des théoriciens ou des choses comme ça et qui ne savent pas faire des jeux vidéo. Donc moi j'ai quand même cet avantage-là qui m'aide pas mal. C'est qu'on connais les contraintes. Ouais, on revient à ce truc d'avoir un titre de travail de légitimité qui existe en fait, ou qui est légitime et tout. Ouais. Moi ça reste, pardon je termine après, mais ça reste... tu as beau travailler sur des sujets, et pour le coup ça fait 5 ans que je suis dessus, je continue d'avoir un espèce de syndrome de l'imposteur, simplement parce que justement j'ai pas fait de formation sur des sujets sur lesquels je conseille les gens, quoi. Et c'est très dur de s'en extirper, pourtant en sachant qu'on en a besoin. Et la raison aussi pour laquelle je monte en fait Narratify, c'est vraiment pour dire aussi c'est ok de pas tout savoir.
ça ne veut pas dire que je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas prétendre tout savoir de toute façon. Et il y a tout plein d'autres gens qui peuvent aussi venir aider sur ces sujets-là. Donc, travailler et construire ensemble, être vraiment dans une démarche de co-création, c'est tellement important. Et aussi de convaincre les créatifs et créatives qu'on n'est pas là pour les censurer. Parce que ça, c'est une crainte qui revient assez souvent. Ils pensent qu'on est là pour venir mettre de la diversité dans leurs jeux, alors que non, on vient vous aider à créer de meilleurs jeux, de meilleures productions. Ça, c'est intéressant. L'accessibilité, la diversité, de l'inclusion, il faut arrêter de les voir comme des contraintes, mais comme des opportunités de création, parce qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas été faites, et ça peut être des belles sources d'innovation et de création. Merci. On va gentiment passer aux questions, mais est-ce que vous voulez prendre 2 minutes pour... C'est très court, mais pour parler vite fait de vos projets à venir. Tu as parlé un peu de Narratify, on a mentionné ton jeu vidéo. Ouais, bah alors moi j'avais préparé un visuel, mais du coup, comme on n'est pas là-bas, je ne sais pas si on peut quand même l'afficher. Oui. Mais oui, moi je travaille sur la création de mon jeu vidéo et de mon premier studio de jeux vidéo, donc Ethical Games, ça ne s'invente pas. Hein. Ethical A2L pour All l'inclusion. Et The Other, c'est un thriller psychologique sur la maladie mentale et le handicap. Et j'ai lancé là une campagne de financement participatif pour embrayer le projet, parce qu'il faut toujours un petit peu de sous au début. Et voilà, c'est sur quoi. Ah, super, cool. Et oui, et vous pouvez trouver sur mes réseaux sociaux, généralement, dans ma bio, il y a le lien vers la campagne de crowdfunding. Trop bien, merci. Et Jennifer? Du coup, pardon, c'était prochaines actus, c'est ça? Si tu veux, l'actualité, projet en cours et compagnie. D'accord, ok. Oui, alors du coup, oui, moi je suis du coup en train de monter cette boîte-là, Narratify pour narratif et Diversify. C'est un peu un mix des deux pour aider en fait les créatifs à créer des narrations plus authentiques. Parce que pour moi, c'est vraiment l'objectif, c'est de créer de l'authenticité dans les expériences. Parce que je pense que c'est important et que plus c'est authentique, plus ça parle en fait aux gens. Et c'est comme ça qu'on est touché par différents récits et compagnie. En termes de projet, je me suis vraiment remise beaucoup à streamer en ce moment. Donc si vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à venir faire un tour. Ce que je fais en fait, c'est je joue aux jeux vidéo. Je joue à des jeux avec de forts potentiels culturels, de fortes dimensions culturelles. Assassin's Creed Shadows qui se passe au Japon, Thirsty Suitors qui se déroule en Inde et qui porte vraiment sur les cultures indiennes. Et en fait, on joue à ces jeux-là ensemble et après on les analyse. Et justement, je pense que c'est important de faire ce travail, d'apprendre aux gens aussi à analyser les médias, les représentations, à voir là où il y a des problèmes et compagnie. Donc voilà. Trop bien, merci. On a environ 10-15 minutes pour des questions. Qui veut poser une question? On a dit tellement de trucs que... Oui, en même temps, c'est clair, si vous trouvez encore des questions, les deux tchatcheurs. C'est quel micro que... Ah oui, je peux passer celui-là. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'ai une question, mais du coup, c'est un peu un dérivé du jeu vidéo, mais on a vu récemment quelques exemples de un peu produits dérivés des jeux vidéo avec justement des perspectives un peu plus diverses. Je pense notamment à The Last of Us avec Bella Ramsey ou Arcane avec une storyline lesbienne, des femmes noires, des femmes racisées un peu fortes, aussi des narratifs autour de troubles psy. Et du coup, je me demandais, c'est des produits qui ont attiré un peu des nouvelles personnes dans les univers du jeu vidéo, et aussi un peu ces poches de diversité de personnes queer qui s'y sont intéressées à cause de ça. Est-ce que vous pensez que c'est des choses qui permettent de créer de la demande de diversité dans le milieu du jeu vidéo? C'est une belle question, j'aime bien. Pour le coup, si on parle de Arcane, Arcane, c'est un produit culturel formidable qui a un impact formidable. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est l'une de ces rares œuvres qui
est pourtant, à mon sens, 100% woke, je veux dire, à 100%, sans parler des équipes même et dans le produit. Je trouve que c'est l'un des produits justement culturels qui est réellement genre très engagé, quoi, en termes de message, en termes de plein de choses avant de faire de représentativité. Je n'ai vu aucun commentaire. Que ce soit, en fait, j'ai l'impression que c'est le genre de produit justement qui fait l'unanimité, en fait. Et c'est très rare. C'est très rare. Et en fait, c'est quand tu vois ce genre de choses, tu te dis, bah, où sont les fachos là? Il y a un personnage noir, les haters de bah là, pourquoi est-ce qu'elles sont lesbiennes? On a quand même 2 meufs lesbiennes qui se galochent dans ce jeu-là. On a un personnage noir qui sort, enfin qui sort. Vous voyez ce que je veux dire, mais qui a une relation romantique avec une autre héroïne. Enfin, il y a plein de choses en fait dans ce type de jeu-là. Et oui, je pense que ça crée des sensibilités et ça prouve qu'en fait, on peut créer des produits comme ça avec des dimensions aussi fortement engagées. Mais ça montre aussi que Arcane, c'est une très belle manière de raconter des histoires avec des représentations justement authentiques en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que on force la diversité, comme tu disais tout à l'heure, bah, on met de la diversité et que bah, ça détruit en fait le jeu. Là, on prouve avec quelque chose comme Arcane, comme League of Legends, puisque Arcane provient de League of Legends, que on peut réellement créer des œuvres authentiques, fortes, qui ont un impact fort sur les gens. Et oui, je pense que ça contribue à sensibiliser sans non plus... tu parlais plutôt des créateurs, toi, peut-être, des développeurs. Est-ce que tu parlais des créateurs ou des joueurs et des joueuses? De la part des joueuses, ça provoque une demande plus de jeux divers. Moi, je pense qu'ils demandent plutôt plus d'histoire de manière générale. Mais... voilà, ça ne va pas changer du jour au lendemain parce que Arcane est arrivé, je veux dire, il y a 1 an ou 2, on a eu les Not My Ariel quand Ali Bailey a joué le rôle de Ariel, la petite sirène. Voilà, donc ça ne change pas du jour au lendemain, mais ça a son effet, ça a son impact sur les gens et c'est le plus important en réalité. Oui, puis au-delà de ça, je pense que c'est la bonne manière de faire, que ce soit Arcane ou The Last of Us. Ce qui va être intéressant, ça va être de proposer des représentations dans la seconde lecture. Arcane, ça reste d'abord une bonne série d'animation et The Last of Us, ça reste d'abord un bon jeu vidéo. Et après, en seconde lecture, tu as ces récits-là et c'est par le mainstream justement qu'on va planter la graine de manière inconsciente. C'est pour ça que moi, par rapport au sujet que je combats, tout le monde se dit mais pourquoi tu fais pas un jeu LGBT avec un héros gay et tout? Je dis, mais parce que selon moi c'est pas la bonne manière de faire. Je vais faire un thriller psychologique. Par contre, dans mes personnages, un de mes personnages qui est en fauteuil roulant, qui est un personnage âgé qui est aphasique, on découvrira à travers son histoire que c'est un ancien déporté des camps juifs, homosexuel, qui a subi des tortures, des thérapies de conversion et toutes les tortures et les expériences qu'on faisait sur les hommes homosexuels dans les camps de concentration, dont on parle assez peu, et qui est un sujet qui est assez tabou, dont on n'a pas parlé. J'ai envie d'en parler dans mon jeu vidéo. Mais ce n'est pas le sujet de mon jeu vidéo. À travers ce personnage, on va voir ce récit-là. Parce que c'est faire du jeu indé LGBTQ+, pour la communauté LGBTQ+, bon, la communauté LGBTQ+, n'a pas besoin d'être sensibilisée à ces sujets-là, malheureusement. Donc, moi, je prends plutôt le parti de proposer du contenu mainstream où je vais distiller à l'intérieur des messages comme ça, parce que je pense que de manière inconsciente, des pré-ados qui vont regarder Arcane, machin, et qui vont adorer le truc, inconsciemment, ça va pas les choquer qu'il y ait un couple lesbien, en fait, et puis en fait, ça permet de normaliser et de mettre la petite graine. Et c'est pour ça que c'est aussi important dans le jeu vidéo, parce que je le rappelle, c'est 90% des 12-24 ans qui jouent. Donc on a un rôle sur de l'éducation, en fait, et permet d'ouvrir les esprits. Une autre question. Merci beaucoup pour ces discussions très riches. Vous avez évoqué les choses qui traversent un peu plein d'espaces de nos sociétés. Moi, ça m'a fait penser à cette manière pour les cercles masculinistes d'utiliser le sport pour attirer des jeunes. Je ne sais pas si c'est des choses que vous observez à travers l'univers des jeux vidéo. Et puis j'avais une question sur les subventions. Le domaine culturel, en tout cas dans certains pays, est très subventionné. Je ne sais pas si c'est le cas pour les jeux vidéo. Est-ce que ça serait un levier potentiel de dire pour imposer d'une certaine manière plus de diversité à travers des subventions publiques, par exemple?
En France, je ne crois pas que ce soit trop le cas. Par contre, moi, c'est un sujet qui me titille, hein, puisque j'ai hésité pour la création de mon studio de jeux vidéo à le faire en France ou à Montréal. Parce que Montréal, c'est l'Eldorado du jeu vidéo. Et au Québec, ils ont énormément de subventions sur toutes les actions à impact social, que ce soit l'accessibilité, la diversité et l'inclusion. Donc je sais que demain, je crée mon studio là-bas. Je vais débloquer des subventions, qui est le nerf de la guerre pour moi aujourd'hui. Alors que c'est ce que je disais à Jennifer tout à l'heure, là en France, toutes les portes se ferment. Pour moi, parce que c'est en crise, parce que c'est un cercle vicieux. Pour pouvoir avoir des aides publiques, il faut déjà avoir des fonds privés, donc j'ai pas de fonds privés, et ça tourne en boucle, et j'ai le CNC, qui est le Centre National Cinématographique, qui gère le jeu vidéo, qui m'a fermé une porte, le SNJV, qui est le syndicat national du jeu vidéo, qui m'a fermé une autre porte, les éditeurs français que j'ai contactés, qui me ferment des portes, alors que pourtant, quand je fais lire le pitch de mon jeu et tous les sujets que je veux traiter, et la manière que je veux le faire avec mes années d'expertise, tous les vétérans et d'anciens collègues me disent mais c'est génial, vas-y, machin. Mais par contre, à côté, j'ai la réalité d'une industrie en crise. Après, est-ce que le fait que je sois un homme gay neuroatypique qui a un peu trop ouvert sa bouche sur les réseaux, ça me dessert, je sais pas. Mais je sais qu'il y a ces problématiques-là aussi. Je sais pas trop, même au niveau européen, est-ce qu'il y a des aides sur cette approche-là d'impact social pour le jeu vidéo ? Oui, il commence à y avoir des choses au niveau européen. Il y a un fonds spécifique, c'est le European Commission of... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quelque chose. Ça commence comme ça, en tout cas. Il existe des fonds plutôt côté EU. En France, on a... Pour le coup, moi, je trouve qu'on a la chance d'avoir quelques subventions. Il n'y en a pas 10 000, mais il y en a quelques-unes. Et elles peuvent s'obtenir, par exemple, effectivement au CNC, on peut avoir, si on veut monter son projet d'écriture, par exemple, on peut obtenir le fonds d'aide à l'écriture pour le jeu vidéo qui s'obtient, ma foi, je trouve plutôt facilement en soi, en principe. Non, c'est en principe, encore une fois. Pour le coup, c'est une subvention que nous, on a utilisée dans le cadre de l'association, pas pour la création d'un jeu vidéo. Donc, par exemple, pour organiser des événements, des choses comme ça, il est possible de demander une subvention et on l'a obtenue. La région Île-de-France à Paris également propose des subventions. On a la chance d'avoir plusieurs associations régionales, donc des clusters du jeu vidéo en France aussi, qui s'organisent. Et normalement, avec la SNJV, qui est censée, en tout cas, être l'une des représentantes... c'est censé être des entités qui sont censées donc porter le jeu vidéo au niveau étatique, national, etc., pour qu'on obtienne en fait de l'aide sur le crédit d'impôt, des choses comme ça, pour que ça continue d'exister, parce que sinon en fait on est dans une industrie qui meurt, parce que si c'est pas le crédit d'impôt, en fait c'est le chômage. Le chômage, c'est le premier financeur des créateurs et créatifs de jeux vidéo en France. Donc c'est des choses comme ça dont on a besoin, mais c'est toujours pas assez, évidemment. Par contre, sur l'engagement, effectivement, avec le CNC, si vous voulez obtenir certaines aides en tant que studio par exemple, vous êtes maintenant obligé, d'ailleurs pour le cinéma aussi, vous devez passer certaines formations. L'une qui est devenue obligatoire, c'est les formations contre les VSS. Ça ne veut pas dire que les gens le font de gaieté de cœur et que réellement ils sortent de là en devenant la Sainte Marie-Thérèse. Mais par contre, ça a le mérite d'exister, ça fait venir les gens participent réellement à ces formations-là. Et puis juste après, on espère, on croise les doigts pour que ça ait fait son effet et que ça ait un impact. Mais c'est vraiment une journée comme ça où tu es obligé de passer par là. Et je pense que c'est l'une des meilleures justement façon de continuer à créer de l'engagement, de la sensibilisation auprès des créateuristes directement, quoi. Moi, l'un de mes objectifs, c'est de créer justement une formation qui serait délivrée au CNC de la même manière, non pas sur les VSS cette fois-là, mais sur les discriminations raciales, en fait, parce que ça reste encore un sujet tellement tabou en France, le sujet de la race. On en a tellement peur et on est tellement dans un déni, et l'aborder dans le contexte du jeu vidéo, c'est pourtant hyper intéressant, hein. Je pense que c'est l'une des façons que je trouve assez intéressante d'avoir un impact aussi. Merci. On arrive gentiment au bout. Merci. À moins qu'il y ait une dernière question, on espère. Merci beaucoup pour la participation. Et merci à vous. Mais c'était super. Et puis il y a le projecteur qui s'allume. Je sais pas pourquoi. Du coup, on va avoir un visuel. Voilà. Incroyable.
Incroyable. pour clôturer le. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos échanges, votre participation. Avec grand C'était plaisir. Vraiment un plaisir. Puis merci au public.